Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Bain. Aujourd'hui, on va aborder une grande question, l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'un jour, on a le déclic ? On va parler de nos parcours, de nos premières expériences et de ce que ça a changé dans nos vies et aussi du décalage qu'on peut ressentir parfois avec notre entourage. Exactement, et on va aussi casser quelques clichés sur l'entrepreneuriat, parler des qualités nécessaires, de l'importance du réseau et bien sûr partager nos échecs et les leçons qu'on en a tirées. Bon, du coup, si toi aussi tu t'es déjà demandé si tu avais l'âme d'un entrepreneur, reste qu'avec nous parce que ça risque vraiment de te parler. Trop bien, Sarah, bonjour. Ça va ? Ouais, je suis trop content de faire ce deuxième épisode avec toi. Bah ouais, en Ouais. plus on va parler entrepreneuriat donc Ouais, c'est toi qui as eu l'idée ouais. de ce sujet et je trouve que c'est un bon sujet parce que le podcast Dans le Bain, c'est quand même un podcast où on va parler de comment on peut entreprendre sa vie. Ouais, carrément. Et c'était la philosophie derrière et de connecter à ça. Et en même temps, on est tous les deux entrepreneurs. Et c'est pas un podcast sur l'entrepreneuriat, mais je pense que ça vaut le coup de réfléchir à qu'est-ce que ça implique d'être entrepreneur dans sa vie, Carrément. qu'est-ce que ça implique d'avoir une vision entrepreneuriale, même si on est salarié, parce que ça peut être le cas. Et du coup, merci pour ce thème. Bah, grand plaisir. Ouais. Et ouais, donc du coup, on va se poser pas mal de questions sur peut-être notre enfance, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être intéressant de creuser ça parce que je me demande, est-ce qu'on est entrepreneur ? Enfin, c'est ce qu'on se disait. Est-ce qu'on est né comme ça ? Est-ce qu'on a eu un petit déclic à un moment donné ? Toi, par exemple, est-ce que tu te souviens d'un objet que tu as vendu ou d'un truc que tu as fait Je vais juste faire une petite parenthèse parce que hier j'ai vécu une belle expérience avec une amie et du coup ça rentre un peu dans ce cadre-là. C'est une amie qui fait ça s'appelle de l'approche narrative. Donc c'est une forme de thérapie, de coaching, je ne sais pas trop comment le nommer. Et c'est l'idée on a fait le chemin de vie et c'est l'idée de prendre des grandes feuilles à 3, tu vois. Alors, il y a plein d'exercices qui se suivent et tout, mais c'est l'idée de lister un peu ton histoire, ton passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, les étapes importantes et tout ça, et un peu tes rêves, et de voir là-dedans quelles sont les ressources, quelles sont tout ça, tu vois. Donc, c'est un peu frais pour moi, du coup. Ok. Alors, j'ai pas de souvenir d'avoir vendu à tout prix un truc dans ma vie ou quoi. Par contre, moi, l'entrepreneuriat, j'ai le souvenir que depuis tout petit, j'ai un peu un objectif un peu d'indépendance, tu vois. Je pense que j'ai une valeur liberté qui est assez importante. Ok. Et j'ai une valeur d'apprentissage qui est assez importante. J'ai une valeur de transmission qui est assez importante aussi. Et du coup, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est génial parce que t'es pas derrière ton bureau à subir un peu ton quotidien. Si tu as envie d'apprendre un sujet puis un autre et de switcher de métier, je trouve que c'est beaucoup plus facile, tu vois. C'est challengeant, mais c'est aussi beaucoup plus facile. Et dans le côté transmission, je pense qu'il y a des boulots, il y a plein de boulots où tu peux transmettre, mais en tout cas, ça procure une forme de liberté de pouvoir vraiment le faire à ta sauce. Et on va en parler, je pense, mais moi, j'ai eu déjà plein de métiers dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus, tu vois. Mais quand tu étais tout petit, genre, tu dis, tu avais envie d'être libre, enfin, tu te voyais libre, etc. Ça va être quoi ? C'est plus un ressenti, tu vois. Au fond de toi, tu avais envie d'être libre. Tu vois, à 28 ans, alors, j'ai fait des études d'urbaniste. Non, mais tout petit. Tout petit. Non, genre, je sais pas, à 10 ans. Non. 5-10 ans. J'ai pas de souvenir comme ça, tu vois. J'ai pas de souvenir en mode tout petit, d'un coup, j'ai voulu vendre un truc à la récré à un copain, un truc comme ça. Ça peut être drôle, tu vois, ça vient. Non, il y a un truc quand même, c'est que mon meilleur ami, Rémi, il m'a toujours dit, tu serais capable de vendre un magnétoscope à une grand-mère qui n'a pas de télé. Tu vois. Oui. Et il y a ce truc comme ça, et du coup, j'ai pas de souvenir j'ai vendu un truc en particulier. Par contre, je pense que j'avais une attirance sur comment on peut amener quelque chose. Tu vois, je parlais pas de marketing et tout. Tu vois, quand j'étais petit, c'est des thèmes que je connaissais pas du tout. Mais il y a un peu cette idée de comment on peut amener une idée, comment on peut convaincre quelqu'un, comment on peut arriver à trouver un peu le truc pour refourguer ton idée ou ton truc, quoi. Ouais. T'as eu des trucs comme ça, toi ? Ouais, moi, j'ai pas mal de souvenirs. En plus, j'ai retrouvé, parce que là, je suis en train de trier mon garage. Et en fait, j'ai retrouvé 2 gros classeurs de Diddle. Mais je sais pas si t'as connu. Est-ce que ça te parle, les petites souris, carrément. là Ouais. Bref. Tu vendais ça ? Non, en fait, ça se vendait pas, ça s'est changé à l'époque. Et en fait, moi, j'avais compris. Je m'étais dit, j'achète un bloc de feuilles. Et en fait, t'avais toujours la même feuille dans ce bloc-là. C'était une copie. Et grâce à ce bloc, moi, après, j'en avais d'autres. j'en avais plein. Et je m'étais fait des classeurs de folie, quoi. J'avais un classeur hyper varié grâce à un bloc. Tu vois, ça amène une question.
parce que là, j'ai un souvenir avec ma sœur petit où en fait, on prenait la caméra de mes parents, on enregistrait des pubs, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, il y avait quand même ce côté un peu créateur de contenu, machin et tout, tu vois. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi, en fait? Là, maintenant? Ouais, au sens large, tu vois. Parce que tu vois, en fait, quand tu me dis, bon, voilà, il y a mon meilleur ami qui me disait ça, j'ai toujours eu une envie de proposer des trucs, de vendre des choses et tout, tu vois. Je me souviens pas petit ce que je faisais, mais en même temps, tu vois, l'entrepreneuriat, je te parlais un peu de la valeur liberté. Et c'est vrai que quand on prenait la caméra et on se faisait notre petit script et qu'on se filmait, tu vois, on a des vidéos, on vendait des paquets de pâtes, des trucs comme ça, tu vois. Donc, en fait, on le vendait pas vraiment parce que c'était une fausse pub ou des trucs comme ça. Mais oui. Mais du coup, il y avait ce côté d'entreprendre, d'avoir une idée, une envie et de la mettre en place et de la réaliser, quoi. Ouais, moi, j'avais mon meilleur ami aussi, Flo. Lui, il était dans une famille nombreuse, tu vois, parce que moi, j'étais toute seule. Et du coup, j'aimais bien les familles nombreuses parce que ça bougeait, c'était le bordel et tout. Et puis après, je rentrais à la maison, c'était plus calme. Mais du coup, on partait en vacances et tout. Et là, on était au camping. Et en fait, on était 4 du coup, parce qu'il y avait toute sa famille et moi. Et on tournait je sais pas ce que c'était, des pièces de théâtre, tu vois. Okay. Mais on se filmait. Et j'aimerais trop retomber dessus. Enfin, c'était trop drôle. Et voilà, l'objectif, c'était... comme tu dis, il y avait vraiment un début... On créait quelque chose, une fin, puis après on regardait tout ce qu'on avait fait, puis on essayait de mettre un peu d'émotion dans tout ça. Et... Ouais, je pense que c'est... On était créatifs. Après, je pense qu'il y a beaucoup de créativité. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu penses pas que l'entrepreneuriat, c'est quand même lié à une forme de créativité? Oui, carrément. De la créativité, mais aussi de l'adaptabilité, je dirais. Ouais, parce que tu peux être super créatif, mais si tu sais pas t'adapter, en fait, ça se dose, la créativité. C'est quoi pour toi la principale qualité pour être un entrepreneur? La principale qualité, je dirais la créativité, l'adaptabilité. C'est dur. Ouais, c'est pas évident. La principale. Ouais. Ou les qualités qu'il faut, tu vois. Ouais, Vas-y. Je réfléchis. C'est pas vraiment une qualité, en fait, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que pour être vraiment entrepreneur, tu parlais de créativité, du fait d'oser, d'avancer et tout, tu vois. Il faut sortir à un moment un peu du côté victime. Et du côté j'ai besoin de l'extérieur, j'ai besoin du système. C'est exactement ce à quoi je pense. Ah ouais. J'allais dire l'autonomie. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et tu vois, j'ai l'impression que tu peux pas être un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneur si à un moment tu prends pas un peu tes responsabilités. Je sais pas comment le dire. Si t'attends prends pas en main, en fait. Si t'attends qu'on t'aide. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, l'entrepreneuriat, c'est challengeant parce qu'en fait, t'as pas un patron qui va te dire, bah tiens, fais ça ce matin. Si t'as pas de client, bah en fait, c'est pas de la faute de la société, de l'État ou de je sais pas qui. C'est parce que t'as probablement pas fait ce qu'il fallait pour, tu vois. Et du coup, c'est pas évident parce que parfois, il y a plein de gens qui disent... un peu en mode victime, tu vois. Ah, ben machin, je comprends pas, c'est la conjoncture, c'est ci, c'est ça. Il y en a pour qui ça marche, pour qui ça marche pas, tu vois. Et à un moment, je pense que c'est hyper important de sortir de ce cadre-là, de sortir d'une forme de réalité, tu vois, pour être dans un autre paradigme de j'ai mon entreprise, j'ai ma mission, j'ai défini ce que je voulais faire. Maintenant, il faut que je me bouge pour que ça existe, quoi. Ouais. Et en fait, tu peux pas vouloir, à mon avis, être entrepreneur si tu es quelqu'un de ultra passif ou si tu es en mode j'attends, je me pose un million de questions, je passe jamais à l'action et tout, quoi. Ah oui, passage à l'action, hyper important aussi. Donc, tu vois les choses comme ça, toi Ah aussi? oui, à 1000%. Ah oui. Moi, j'en vois plein. Enfin, après, dans mon métier, du coup, d'agent IMO, qui vont me dire, oui, moi, j'ai pas envie d'aller rencontrer les gens, ou j'ai peur, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Et si je tape à la porte et que la personne, elle est pas sympa derrière, ouais, mais et alors? Ouais. Et peut-être qu'il y aura une personne pas sympa ou deux, mais tu vas rencontrer des personnes extraordinaires et autant sur, je sais pas moi, sur 15 portes, il y aura une affaire. Oui, et puis voilà. t'as gagné ton mois et c'est ça. Tu fais ton truc, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup... Tu vois, moi, je suis OK qu'on ait des blocages, des blessures. Enfin, en coaching, je travaille que là-dessus, donc heureusement que je suis OK avec ça, tu vois. Sinon, ça pourrait pas marcher. Mais je trouve qu'il y a une différence entre prendre ça comme excuse et pas arriver à avancer. À un moment, se dire, OK, en fait, j'ai vraiment ce rêve de créer quelque chose. Tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un truc aussi où il y a un vrai échange de... C'est le cas avec le salariat aussi, mais dans l'entrepreneuriat, il y a un vrai échange de valeurs dans la démarche,
En fait, tu es obligé de te poser la question de qu'est-ce que j'apporte à mon client et qu'est-ce que lui m'apporte en retour, tu vois. C'est le deal, tu vois, c'est ce truc, il donne de l'argent contre un service ou contre une solution, contre un objet ou quoi. Et il y a vraiment ce truc de se poser la question consciemment. Et dès que tu te rends compte que tu as des blocages et tout, ce qui est normal parce que c'est la vie, tu vois, il y a deux postures. Il y a la posture un peu attentiste où, comme je disais, tu vois, c'est la faute de la société, puis j'attends et il se passe rien. Où il y a la posture de, ok, je vois que j'ai ce blocage, comment je peux arriver à résoudre ça, tu vois, à résoudre cette problématique, parce que c'est normal de rencontrer. Enfin, tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est probablement un des plus gros leviers de développement personnel, tu vois. Ah oui, c'est clair. Parce qu'en fait, aller vendre tes offres, ça demande vachement de résilience, tu vois, parce que du coup, si t'as peur du rejet, c'est hyper violent avec tes clients. Annoncer tes prix, enfin, il y a plein d'enjeux, tu vois, communiquer, tout ça. Et il y a ce truc de, si t'es pas prêt à dépasser ça, ben en fait, a priori, ça marchera pas, quoi. Ah, moi, je suis d'accord à 1000%. Ouais. C'est ça. Je pense qu'à ce stade-là, s'il n'y a pas un truc au fond de toi qui dit... Des fois, je me dis, les personnes qui me disent ça, c'est qu'au fond d'elles, elles n'ont pas cette âme d'entrepreneur, finalement. Parce que des fois, tu as peur, mais tu te dis, allez, j'y vais, j'entreprends, j'essaie. C'est ça, être entrepreneur, c'est essayer, c'est se dire, peut-être que ça va pas marcher, mais c'est pas grave, je vais apprendre des choses, etc. Et ceux qui restent bloqués comme ça, je pense qu'au fond, ils sont pas faits pour ça. Je te rejoins là-dessus. Et du coup, tu penses que c'est inné ou que ça s'apprend? Moi, je pense que c'est inné. Clairement, je pense que c'est inné. Ouais. Je pense que tu peux le développer, tu peux t'améliorer, comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de développement personnel aussi, c'est lié. Et du coup, tu vas grandir autour de ça. Mais je pense que c'est carrément au fond de toi peut-être que, pas tout petit, mais je pense que c'est quand même. Et tu penses pas qu'il y a... je sais pas encore, je réponds pas encore à la question parce que je suis pas sûr encore. Mais du coup, est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir une forme d'apprentissage où il y en a pour qui c'est vraiment inné et tu vois, peut-être que pour nous c'est un peu le cas. On avait ce truc déjà tout petit tu vois, mon meilleur ami qui me disait ça au collège, tu vois. Il y a pas de hasard, tu vois. J'avais ce truc là et tout, toi aussi de tout ce que tu racontais et tout avec ta famille et tout. Donc je pense qu'il y en a, c'est comme ça, mais parfois j'ai l'impression qu'il y en a, c'est moins marqué, mais avec leur chemin de vie, tu vois, avec le fait que ils sont dans une boîte, ils montent en compétences, ils apprennent un truc un peu précis, et à un moment, il peut y avoir un point de bascule où en fait, ils l'auraient pas fait de manière automatique de base, mais à un moment où ils ont l'assurance parce qu'ils ont une vraie compétence, des connaissances suffisantes, des trucs comme ça, à ce moment-là, ils disent « Ah, c'est bon, je peux y aller ». Et après, il y a toute une part d'apprentissage de apprendre la gestion d'entreprise, tu vois. C'est un truc qui peut se faire, qu'on apprend tous, c'est pas un truc qui me semble inné, tu vois. Après, je pense que, tu vois, c'est pas évident parce que je pense qu'il y a des métriques qui s'apprennent pas. Moi, je vois, tu vois, il y a des personnes, en fait, tu leur dis, tu as regardé tes chiffres, tes indicateurs clés, quelle marche tu fais, est-ce que tu es rentable et tout. Ah, j'ai jamais regardé ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas normal, tu vois. Donc, ça peut s'apprendre, mais il y en a, c'est lourd. Pour des personnes, c'est lourd. Moi, quand je me suis lancé, c'était un jeu. Tu t'entoures après, tu peux t'entourer, tu trouves quelqu'un qui regarde tes chiffres pour toi après. Oui, mais quand je dis c'est un jeu, c'est la philosophie derrière de je veux faire un peu de business, ok, là cette offre elle est plus rentable, cette offre elle est moins rentable, machin. Est-ce que je vais mettre mon énergie là-dessus, est-ce que ça en vaut la peine? Tu fais ton petit calcul rapido, tu te dis non, voilà, on va pas travailler ensemble parce que ce sera pas rentable pour moi. Il y en a qui le font pas, c'est vrai. Ça a été quoi pour toi le plus grand défi à surmonter pour t'améliorer dans l'entrepreneuriat et gérer ta boîte comme tu l'entends? Le plus grand défi, je sais pas si ça va être si c'était un défi ou... Bon, moi déjà de base, je suis très bordélique. Ok. Mais vraiment, on peut demander si mes parents veulent laisser un petit commentaire. Tu es hyper créative pour ça. Ouais, c'est ça. Fallait que je crée des installations, tu vois, avec des piles de vêtements et tout. Je vois. Très bordélique. À l'école, je prenais aucune note. Là-dessus, c'était infernal, quoi. Même en DUT, tu vois, même en master, j'avais jamais mon cahier, j'avais jamais mes stylos. Je demandais toujours une feuille à quelqu'un. Franchement, l'enfer. J'avais jamais mes affaires. Le parasite dans la classe, quoi. Mais après, je faisais pas de bruit et tout, mais c'est juste que
si ça m'intéressait, j'écoutais, sinon basta. Et des fois, j'écrivais, j'ai retrouvé des trucs. J'écrivais dans ce sens, après j'écrivais dans la marche parce que j'avais plus de feuilles, donc j'en avais qu'une pour un cours, tu vois. J'adore, ok. Donc très très bordélique. Et voilà, mais j'avais pas de classeur de matière, j'avais un sac cabas avec toutes mes feuilles, je savais même pas quelle matière c'était dedans, enfin bon, l'enfer. Et voilà, mais en fait, parce que, enfin, je rebondis là-dessus, mais moi j'ai jamais su ce que je voulais faire. Clairement, on parle que c'était inné, mais finalement, moi, je savais pas. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Les compétences peut-être sont innées, mais la pratique, ça s'apprend. Mais non, mais c'est surtout que quand t'es petit, je pense, hein, si t'es pas né dans une famille d'entrepreneurs, tu vois, où t'as le tonton... bon, moi j'avais un tonton maçon, mais à l'époque, j'avais pas compris qu'il avait sa boîte. Ouais. Tu vois, pour moi, il construisait des maisons, basta. Mais si t'es pas né dans une famille, je sais pas moi, de restaurateurs ou quelqu'un qui a son business, un commerçant, parce que t'en as des familles comme ça où ils sont tous entrepreneurs, bah, je pense que c'est compliqué de savoir que c'est possible. Enfin, tu vois, tu sais pas que ça peut exister. Pour moi, t'avais toujours un patron, ou alors t'étais le patron, mais d'un patron. Enfin, finalement, tu vois, de quelqu'un qui avait une idée. T'étais salarié, enfin, tu demandais pour avoir tes vacances, tu t'avais un entretien pour voir si t'avais atteint tes objectifs. Enfin, moi, quand j'écoutais les discussions autour de moi, pour moi, c'était très cadré, ça. Très formel. Bah, c'est ça, pour moi, la vie, c'était ça. Après, il fallait juste trouver un domaine. Mais je savais pas que tu pouvais, toi, être à l'origine de quelque chose, finalement, tu vois. C'est hyper intéressant. Moi, tu vois, mes parents, ils sont pas du tout entrepreneurs. Ouais. Ils étaient salariés tous les deux. Ils sont à la retraite maintenant. Par contre, mes grands-parents, du côté de mon père, ils avaient un commerce. Ouais. Mais j'avais pas cette conscience à l'époque, en fait, de me dire ils sont entrepreneurs et tout ça, tu vois. Et je pense que ma vision de l'entrepreneuriat, c'était plus en mode PME ou multinationale, tu vois. Alors que, en fait, j'avais pas cette vision de tu peux être solopreneur. Ah oui. Et être juste à ton compte et pas avoir une grosse équipe. Tu vois, parce que moi, ça m'a jamais attiré de me dire j'ai une équipe de 30 personnes, je dois gérer des gens. Enfin, je le voyais, tu vois, quand j'ai été salarié, c'était l'enfer. Le patron, il fait des réunions toutes pourries tout le temps. Il gère l'humain avec les problèmes de chacun et tout. Tu vois, je me dis, moi, c'est pas du tout ça que je veux, tu vois, ça m'inspire pas du tout, quoi. Et du coup, je pense que j'avais cette image-là. Et pour le coup, quand je me suis lancé, j'avais pas de modèle. Mais je me suis vraiment lancé parce que je me suis dit, je veux plus faire ce que je fais, tu vois. Je pense que j'ai une prise de conscience de... Enfin, c'est pas je pense, c'est... J'étais dans un bureau d'études, je faisais de l'urbanisme. Et en fait, ça faisait quelques semaines, quelques mois, tu vois, que ça me déplaisait pas. Mais il y avait un truc qui clochait, tu vois. Et en fait, à un moment, j'ai une vision, je me suis vu assis au même endroit en faisant quelque chose de similaire, tu vois. Mon boulot, probablement, il aurait un peu évolué. Mais assis dans cet espace-là avec des collègues autour et tout, qui était sympa, dans 30 ans, tu vois. Et je me suis dit, en fait, est-ce que si j'arrive là, assis là avec d'autres personnes et que je passe ma vie pendant 30 ans à faire un truc comme ça, est-ce que je serais épanoui ? Et je me suis dit, horrible, horrible. Tu vois, j'ai eu un sentiment d'oppression, ça coulait. J'avais des gouttes et tout, là j'avais des larmes et tout, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais et du coup j'ai eu un putain de sentiment d'oppression c'est pas possible, cette vie-là je la veux pas, tu vois. Et pour moi ça a été le déclic de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et comme toi je savais pas ce que je voulais faire, c'était pas très clair, mais j'ai eu ce truc de je veux faire quelque chose d'autre dans ma vie et quelque chose dont je sois fier et quelque chose, tu vois, qui me nourrisse, tu vois. T'as eu un déclic, toi ? Ouais, j'ai eu un déclic. Ah. J'ai eu un déclic. Ben, moi, du coup, je sais pas si je t'avais raconté, parce que j'étais étudiante, donc je passais mon master. Et en fait, pendant mon DUT, justement, quand j'écrivais sur mes feuilles, j'écoutais rien. Et en parallèle, j'écrivais un projet. Je me disais, oui, voilà, moi j'aime bien faire du sport, mais finalement, je me retrouve toujours à la salle de sport. Enfin, tu vois, j'avais écrit un truc et j'écrivais, oui, ce serait trop bien qu'il y ait un concept comme ça, comme ça, comme ça. Et un jour, en fait, quelqu'un tombe sur ces vieilles écritures, enfin, je sais pas comment dire, sur mon petit récit de l'époque. Tes carnets intimes. Ouais, c'est ça. Et du coup, il me dit, mais c'est trop bien, c'est une trop bonne idée, ton idée et tout. Je dis, bah, tu crois non. Et en fait, j'ai commencé à développer mon idée. Et j'ai choisi pour mon master, alors qui n'avait rien à voir, parce que j'étais en hôtellerie-restauration,
pour être manager. Donc, c'était quand même école de commerce, mais voilà. Et en fait, tu dois présenter un mémoire. Et en fait, j'ai décidé de le faire là-dessus. Ce truc qui n'avait rien à voir, c'est-à-dire dans le sport et le bien-être. Mais je crée une application et en fait, j'avais vraiment développé mon projet de A à Z. Et c'était pas un projet fictif comme la plupart des étudiants avaient fait. C'était vraiment ton projet de cœur. C'était vraiment mon projet. C'était un peu ton rêve en fait. Ouais. Énorme. Et du coup, j'avais vraiment bossé dessus et je l'ai présenté. En plus, je l'ai présenté au papy, c'était le directeur de l'école. Je me suis dit, purée, il va. Toi aussi, t'avais les gouttes. Il va pas comprendre. Mais après, je me disais, je le fais tellement avec. Enfin, c'est tellement là et je sais tellement où je veux aller avec ce projet que. Je peux faire que ça, quoi. Je peux pas faire autre chose. Et en plus, tu travailles pendant des mois sur un master, donc il fallait que ça serve à quelque chose, tu vois, rentabilité. Et c'est pas grave qu'il n'y ait pas de lien direct avec ce que tu faisais ? C'était OK pour... J'ai pas trop posé la question, en fait. J'avoue que je suis arrivée le jour de mon mémoire, il y avait mes parents et tout qui étaient là, je savais pas quelle tournure ça allait prendre. Et en fait, à la fin... C'était qui tout double un peu, non ? C'était qui tout double. Ah ouais, putain. Ils m'ont applaudi, ils m'ont dit, mais vraiment, là, faut le faire, faut aller au bout du truc, etc. Et du coup, j'ai basculé de ce côté-là et je me levais tous les matins pour bosser sur mon idée, pour rencontrer des gens qui allaient m'aider sur mon projet. Et en fait, tous les matins, je me levais avec le smile, quoi. Je subissais pas du tout ma journée et je savais ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je me levais, j'avais une idée et là, ça a été le déclic. C'est ouf parce que tu vois, je trouve que c'est hyper inspirant parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, finalement, il y a quand même cette idée forte du pourquoi. Ouais. Tu vois, il y a Simon Sinek qui dit, qui propose de commencer par le pourquoi, avec l'idée que les gens achètent pourquoi vous le faites et non pas ce que vous faites. Ouais. Tu vois. Ah oui. Et je trouve que c'est très très fort. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se lancent, je vais y arriver, dans l'entrepreneuriat, plus par dépit, parce que leur boulot leur plaît pas. Ouais. Sans la conscience des conséquences derrière, et du coup c'est pas plus simple. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est au contraire, c'est quand même hyper challengeant. Je pense qu'on va en parler, tu vois. Ouais. Et si t'as pas un pourquoi fort, une motivation forte, et en fait ce que tu dis, tu vois, je me lève le matin avec le sourire, je suis hyper enthousiaste et tout, ou tous les trucs qui paraissent compliqués ou difficiles de te vendre, de communiquer, peut-être de faire ton site, d'aller démarcher des clients, de créer tes offres et tout. En fait, tu te poses même pas la question parce que c'est hyper fluctuant. Moi, au début, quand je me suis lancé, c'était en mode, j'étais tellement content de faire ça et ça me nourrissait tellement qu'en fait, je me disais pas, il y a une complexité, tu vois. J'étais un peu foufou et je faisais plein de trucs. Et je pense que ça, c'est une vraie clé de trouver un peu, peut-être c'est un peu fort comme terme, j'allais dire trouver sa mission, tu vois. Mais en tout cas, trouver un truc qui nous drive, qui nous anime profondément et connecter avec ça. Parce qu'en fait, les jours où c'est compliqué parce que tu as plein de refus ou pour peu que tu aies une peur du rejet ou quand quelqu'un te dit non, tu le prends personnellement et que tu as du mal à te vendre, machin et tout. En fait, si tu te souviens pourquoi tu l'as fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple de le connecter. Quoi. À 1000%. Non, puis quand un jour, moi t'imagines, ça faisait des années où j'étais allée voir des conseillers d'orientation, je savais pas quoi faire. J'étais bonne à l'école, mais je foutais rien. Et au final, à chaque fois, mes parents me disaient choisis quelque chose de général pour pas être coincé à un moment donné. Mais moi, je continuais, j'aimais pas l'école. Au final, j'ai fait un master. Mais j'étais perdue. Et un jour, tu te dis putain, mais en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça que je veux. Et là, c'est la folie. Là, c'est la folie parce que tu te lèves tous les matins. C'est ouf. Ça, t'es heureux, tu sais ce que tu fais. Et comment t'as choisi l'immobilier, du coup ? En fait, ce projet-là, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Bon, là, après, je rentrerai pas dans les détails, mais c'était très, très enrichissant parce que je l'ai vraiment bien développé. Mais ça n'a pas pu aboutir, il y avait de la concurrence, etc. Donc, j'ai décidé d'abandonner ce projet. Par contre, je me suis dit, l'hôtellerie-restauration, ça me passionne. Mais en fait, le fait de faire quelque chose pour moi, ça me passionne encore plus. Et dans la balance, c'est vraiment ça qui est ressorti. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon âge ? Parce que là, j'avais 21 ans, tu vois. Ouvrir un hôtel, j'avais pas les ronds, mais clairement. Non, mais puis même, pas, tu vois, un resto, il faut quand même des sous-sous, quoi. À l'époque, j'avais pas grand-chose, même si je travaillais un peu à côté. Mais... Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire toute seule, qui me coûte pas trop d'argent, voilà. Et en fait, je suis tombée sur un gars qui bossait dans l'IMO. Je lui ai dit, est-ce que je peux faire un petit stage avec toi pour voir ? Comme ça, au culot. Au culot. Mais j'ai toujours fait ça, toujours au culot. Énorme. Je pense qu'il faut du culot.
Ouais, c'est intéressant. Le fait d'oser, d'aller demander, de tester des trucs et tout. Ouais. Et en fait, j'ai vu ça. Et après, c'était pas forcément... Enfin, la manière dont il faisait ce métier-là, c'était pas forcément... je me suis pas vue là-dedans. Mais par contre, je me suis dit, putain, il y a un truc à faire dans ce métier. Enfin, t'es tellement là pour accompagner les gens dans un moment clé. Et je me suis dit, je peux apporter ma touche, tu vois. À toi, t'avais cette conscience déjà de te dire, j'ai envie d'apporter un truc différent. J'ai envie de faire quelque chose de ça te différent. caractérise parce que tu vois, t'as cette approche hyper humaine dans ta relation avec tes clients, enfin sur plein d'aspects. Et je pense qu'il y a plein de manières d'être agent immobilier, il y a plein de manières d'être entrepreneur dans tous les métiers. Et ça, je pense, c'est une clé importante aussi de coupler une fonction, un métier, à sa manière d'être ou à sa singularité un peu, tu vois. Et je pense que le bon combo, c'est pas de suivre ce qu'on nous dit il faut faire, mais parfois de sortir un peu du chemin et d'aller vers le truc de... En fait, ça m'inspire, ou j'ai envie de le faire comme ci ou comme ça, tu vois. Pour moi, il y a 3 phases que j'aimerais partager aussi dans la vie d'un entrepreneur. Je sais pas si tu as vécu les 3 ou je sais pas où t'en es. C'est quelque chose que j'ai analysé avec le temps. Moi, ça fait c'est ma 13e année à mon compte, tu vois. Une phase technique, je trouve, au démarrage, où c'est une phase où on va apprendre des choses, apprendre des compétences clés, notre métier, apprendre... Je la nomme technique parce que peu importe ce qu'on fait, tu vois, on est graphiste, il faut apprendre les logiciels, les trucs comme ça, apprendre... voilà, acquérir de l'expérience. Vraiment les bases techniques, l'expérience et tout. Le truc qui fait qu'on est pro, en fait. Qu'on a un niveau minimum professionnel et qu'on peut délivrer quelque chose de qualité. Tu vois, pour moi, ça, c'est la première étape. Et en parallèle, t'as ta petite confiance en toi aussi qui augmente. Monte et tout. Ouais, exactement. Il y a cette première étape. La deuxième étape, c'est une étape business, pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat un peu par passion, tu vois, où ils savent pas trop aller, ils trouvent un truc, ils y vont. Et en fait, c'est un peu bancal parce qu'en fait, tu peux être bon techniquement et il y en a, ils vont se former toute leur vie parce qu'en fait, ils chérissent ce truc-là, ils le valorisent vachement. Par contre, c'est important à un moment de te dire, je suis un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, tu vois. Et les compétences business, c'est des compétences de communication, des compétences de gestion de ta boîte, des compétences relationnelles, du marketing, tu vois, tous ces trucs-là. Et pour moi, c'est 2 choses différentes parce que dans un cas, tu apprends la technique et tu peux un peu vivoter, développer un petit truc et tout, c'est sympa. Mais à un moment, tu as un palier de, en fait, il faut gérer une boîte, tu vois, et avoir la conscience de gérer sa boîte. Oui, ton image de marque, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, qu'est-ce que... Ton branding, tout ça, tu vois, ça englobe plein de choses. Et je pense dans un boulot, ça dépend du boulot, du métier, mais peut-être qu'il y a 20-30%, tu vois, de technique, 20% peut-être, 30-40% de business. Et la troisième phase, la troisième composante, c'est ce que moi, je parle de côté introspection. C'est la phase un peu introspective, je sais pas comment la qualifier autrement. C'est la phase pendant laquelle tu es obligé de te poser des questions parce qu'en fait, ces 2 autres-là, elles vont te challenger vachement par rapport à toi, par rapport à ta vision du monde, par rapport à ta relation et tout, tu vois. Et en fait, la phase technique, tu peux lancer ta boîte comme ça et c'est important d'avoir ses bases. La phase business, c'est important parce que c'est là où tu la développes, mais il y a un moment, tu as des paliers, tu vois, que tu vas atteindre, et tu rentres dans une phase plus introspective, et une phase où tu es obligé de te remettre en question, tu es obligé d'essayer de te faire accompagner et tout, pour te dire comment j'avance sur ces sujets-là et comment je dépasse un peu mes blocages, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce que parfois, moi je remarque qu'il y a des personnes qui auraient besoin des 2 autres phases et qui restent dans un truc de je vais un peu plus me former, je vais faire un truc en pensant que juste une compétence en plus ça va les aider, alors que le problème il est plus dans leur tête ou juste dans un manque de connaissances business, tu vois. Je sais pas si tu vois les choses comme ça ou pas. Mais... Après moi je vois aussi peut-être dans mon métier, mais je pense que en fait je pense que ça s'applique à tous les métiers quand on est entrepreneur. Je vois la première phase aussi de la galère. Vraiment le truc, la phase galère où justement t'apprends, en fait tu vas faire beaucoup, tu vas mettre beaucoup d'énergie dans plein de trucs, tu vas apprendre, tu vas appliquer, tu vas faire des rendez-vous, tu vas aller chercher du contact, nanana, et là il y a rien qui rentre.
Je sais pas si toi, ça te l'a fait. Mais moi, c'est la phase introspective. En fait, il n'y a pas de suite logique. Oui. C'est que pour moi, il y a 50% d'introspectif. Okay. Tu vois, il y a la technique, ça vient quand même avant, souvent. Après, tu as le business, l'introspectif. Peut-être, tu vois, technique, business, 50%, introspectif, 50%. Et ça englobe ce truc de toutes les galères que tu te prends dans la tête et les doutes que tu as. Et qu'un soir, tu te dis, je vais tout arrêter parce que c'est l'enfer. Ou tu t'es pris la tête avec un client. Ou tu n'as pas su délivrer ce que tu avais prévu. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je dirais que ces phases... En fait, moi, ça a plutôt été... C'est marrant parce que je le vis plus, ça. En fait, ouais, parce que c'est acquis. Ouais. Mais c'est-à-dire que vraiment, j'ai eu cette phase au début. Je pense que cette phase, elle a duré... allez, je dirais 7-8 mois, tu vois. Où vraiment, j'ai donné beaucoup. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche. Je m'arrêtais pas, je travaillais tard le soir. Et en fait, à des moments, enfin, moi, je me retrouvais dans ma voiture. Je me souviens, j'appelais mes parents, je disais, j'en peux plus. Enfin, je travaille trop, j'ai pas de sous qui rentrent parce que c'est horrible quand tu te donnes à 1000%. Alors, moi, j'étais passionnée, donc je le faisais à 1000%. Mais quand vraiment tu récoltes pas, enfin, le fruit de ton travail, c'est dur. Au bout d'un moment, je crois qu'à partir du 5e mois, c'était vraiment dur quand tu te lèves tous les matins et que tu sacrifies pas mal de choses. C'est 0-0, quoi. Bah, c'est que déjà, tu vois, dans l'immobilier, tu as plusieurs moments. Quand tu rencontres un client, quelqu'un qui veut vendre sa maison, hop, déjà, tu as un rendez-vous. C'est une première étape. Après, il faut signer un mandat. Donc, autant tu pars du rendez-vous, tu dis « Ah, je vais signer un mandat ». À la fin, il t'appelle et dit « Non, pas du tout » ou il te répond plus. Ascenseur émotionnel. Tu vois, tu pensais que ça allait se faire, en fait, non. Ou après, tu peux signer le mandat. Finalement, il met un autre agent immobilier en face. L'autre, il vend la maison. Bon, bah, tes honoraires, tac, tu les oublies. Et en fait, c'est plein de moments comme ça et ça peut aller très loin. Ça peut aller à 3 semaines avant la vente définitive, tu vois. En fait, tu as énormément de travail qui peut ne pas être rémunéré, en fait. Exactement. Tu peux passer des dizaines d'heures et avoir zéro à la fin. Tu peux passer des mois. Tu peux accompagner un client pendant des mois parce que quand tu rencontres un client et la vente définitive, tu as 6 mois à peu près. Hein. Tu peux faire ce boulot si tu n'as pas confiance en toi, non, quand même? Parce que c'est chaud. C'est chaud, mais tu perds souvent confiance en toi. Et franchement, pour tous ceux qui font de l'immobilier, je déteste dire ça, en plus j'ai dit ça, qui travaillent dans l'immobilier, je pense qu'ils se reconnaîtront parce qu'il y a vraiment cette phase où c'est dur, mais en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut vraiment persister, faut aller jusqu'au bout, et quand on sème, on va récolter à un moment donné, mais c'est long. Ouais, du coup, tu penses c'est important d'avoir la conscience de viser moyen ou long terme? Ouais. Après, ça dépend des métiers, je pense. Mais non, je pense que c'est vrai pour beaucoup de métiers parce que moi, je vois beaucoup de personnes, tu vois, que j'accompagne qui sont en mode très court terme. Ils lancent un truc, au bout de 15 jours, ça n'a pas pris. Ah mince, il faut que je fasse autre chose. Et en fait, qui vont passer à 1 million de trucs et en fait, qui vont tout le temps se perdre un peu là-dedans et qui n'ont même pas laissé la possibilité au projet de vraiment exister, tu vois. Et ça dépend, c'était une vision court terme. C'était un peu dans tes peurs aussi, tu vois, parce qu'il y a quand même des peurs de il faut que je fasse rentrer de l'argent et tout, ça rentre pas, t'es un peu en mode survie, il faut que je trouve un autre truc. Ou si t'es en mode un peu plus serein de ok, en fait, je vais construire, je vais bâtir un truc, comme ton oncle qui construit la maison, tu vois. Ben, en fait, si tu te dis j'ai posé le premier parpaing et puis en fait la maison elle n'existe pas, ben oui, ça marche pas. Et en fait, même quand tu as posé tous tes parpaings, il faut encore faire du crépi, il faut faire l'intérieur. Tu vois, il y a un boulot de fou en fait. Et du coup, parfois, j'ai l'impression qu'on pose quelques rangées de parpaings et on se dit « Oh merde, ça prend pas ». Et on prend pas le recul de se dire que les gens, ils ont besoin de temps pour te connecter avec toi, ils ont besoin de temps pour te connaître. Pour peu que tu communiques pas trop parce que tu es pris avec plein de tâches quand tu crées ta boîte ou que tu te lances ou quoi. En fait, tu n'as pas communiqué pendant 2 mois, tu as eu un peu des clients avant, du coup, tu n'as plus rien parce que ça s'est pas entretenu. Enfin, il y a quand même tous ces freins, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et... toi, du coup, tu disais là, tu ressens plus ces difficultés, ces galères et tout. En fait, j'ai appris à les accepter et à les prendre avec un recul incroyable. Du coup, ça te passe un peu plus dessus, quoi. Ah oui, mais complètement. Et je vais me dire, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire ou que... Donc voilà, la dernière fois j'ai une cliente, je pensais qu'on allait travailler en exclusivité sur un bien, enfin voilà. Au final, moi j'avais appelé ma société de production pour faire une belle vidéo, etc. parce que c'est un investissement, tu vois. Et au final, elle me rappelle, elle me dit, j'ai décidé de travailler avec un autre agent immobilier en parallèle. Ok.
J'accepte. T'avales le truc. J'accepte. Très bien. Enfin voilà, elle était alignée dans cette démarche-là, etc. Moi, j'accepte. Et je lui ai dit, par contre, déjà, elle m'a dit, est-ce que toi, t'acceptes de travailler avec moi dans ces conditions ? Ok. Donc j'ai réfléchi et j'ai dit. Ou c'était pas acté pour elle, j'en ai rien à foutre, ça va être comme ça, pas autrement, quoi. Ouais, non, déjà, mais parce que je pense que c'est quelque chose que. Comment dire que. Les gens ressentent quand. Sans vu ta tête. Ouais. Non, mais. Parce que j'explique aussi quel est l'intérêt de travailler en exclusivité, etc. Enfin voilà, ça a vraiment un intérêt. Donc voilà, elle s'est dit, bon, bah, peut-être elle travaillera pas pour moi dans ces conditions. Et voilà. Et je lui ai dit, mais par contre, voilà, moi, je ferai pas la vidéo parce que la vidéo, ça me coûte. Après, je suis hyper transparente, ça me coûte tant, il y a de l'investissement, je passe du temps. Et si c'est pour que ce soit l'autre agent immobilier qui vende. Enfin voilà, non. Elle a compris. Alors qu'avant, oui, carrément. Mais avant, j'aurais dit ok, j'aurais vite fait ma vidéo, enfin tu vois, je me serais précipitée. Et vas-y. Non, vas-y. Non, ça me fait penser. En fait, tu vois ce que tu dis. Moi, ça me fait penser quand même à un truc qui est fondamental quand on entreprend quelque chose, un projet pour soi. C'est de vraiment être conscient de quand est-ce qu'on est dans une forme de justesse, quand est-ce qu'on est en lien avec ce qu'on veut profondément et ce qui nous fait vibrer, tu vois, tout ce que tu disais tout à l'heure. Et quand est-ce qu'on est juste dans la peur, tu vois ? Parce que j'ai l'impression qu'on peut prendre beaucoup de décisions dans la peur qui vont nous desservir. D'accepter un contrat parce que juste on flippe pour un truc et du coup on va passer du temps, de l'énergie, ça va rien nous rapporter. Prendre des décisions de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, tu vois. Et ça c'est, pour moi, c'est un truc qui peut nous tuer, ce truc-là, parce que une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, où en fait tu acceptes des jobs que tu n'as pas envie ou des clients avec qui tu sens que ça va pas. En fait, ça te met le moral à zéro, ça te déprime et tout. Après, tu en viens à douter, tu parlais de confiance en toi, tu en viens à douter de pourquoi tu le fais, comment tu le fais, machin. Et en fait, le problème, c'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est juste la décision que tu as prise derrière, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a quand même cette métrique qui est hyper importante de prendre du recul de pourquoi j'accepte ce truc-là. Est-ce que c'est parce que j'ai une peur, et ça peut être ok, tu vois, tu peux te dire, bah, j'ai besoin de faire rentrer du cash, parce qu'il faut que je paye mon loyer. Bon, bah, ok d'accepter un contrat, tu vois, mais au moins tu le fais en conscience, le truc. Et tu sais pourquoi tu le fais, et du coup, ça te crée une motivation pour le faire. Ouais, voilà. Ou alors, est-ce que tu es en mode, j'accepte tout parce que j'arrive pas à dire non, et puis j'ai mes peurs qui sont en roulement libre derrière et tout, et puis ça te déprime, et t'es pas bon, tu vois. J'avais un ami, il disait un truc, tu vois, ça me revient, qui était hyper intéressant quand je me suis lancé. Il me disait, lui, il a trois métriques pour savoir s'il prend un job. Est-ce que ça le nourrit personnellement ? C'est-à-dire que est-ce qu'intérieurement, il va en ressortir grandi, il a vraiment envie de faire ce truc-là ? Est-ce que ça le nourrit par rapport à la relation qu'il va créer avec ses clients ou par rapport aux bénéfices, l'apprentissage qu'il peut avoir ou quoi ? Ou est-ce que ça le nourrit financièrement ? Et en fait, il me disait, il faut qu'il y en ait 2 des 3, en fait. C'est-à-dire que en fait, si j'ai envie de kiffer le projet et que en fait, les gens, ils sont ouf et je me dis, je vais apprendre des trucs, bah, si c'est mal payé, je le fais, tu vois. Si c'est très bien payé et que en fait, personnellement, ça me fait pas trop vibrer, mais que les gens, ils sont ouf, je le fais, tu vois. Et en fait, il a toujours ces 3 métriques et ce truc-là. Et je trouvais que c'était intéressant parce que le fait de mettre ces 3 filtres, ça te force à te poser ces questions de est-ce que ça t'inspire, tu le fais pour toi ? Est-ce que dans la relation que tu vas créer avec les gens ou le projet, en fait, il y a un truc qui est cool ? Et on fait du business, donc la notion de l'argent, elle est quand même hyper importante, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a un apport de ce côté-là, tu vois ? Ça m'avait beaucoup parlé. Quand tu dis ça, je me dis que j'ai les 3 et que j'ai de la chance. À chaque fois ? Ouais. Oui, bah, c'est le Graal hein, d'avoir les 3. Hein. Enfin, à chaque fois. Après, pas dans chaque... Non, dans mon métier, en fait. Hein, tout simplement. Je me dis que vraiment, je travaille avec des gens incroyables. J'apporte... Enfin, avec mes clients, c'est trop bien et on crée de super relations, etc. Et puis après, je gagne bien ma vie, donc... Énorme. C'est cool. Ouais. Ah, c'est beau de se dire ça, purée. Ouais. J'aurais bien aimé dire ça. Je sens l'émotion. T'as les yeux qui brillent et tout. C'est les hormones. Non, mais... Ouais, j'aurais bien aimé me dire ça. Tu vois, je réfléchissais à ça. Qu'est-ce que je pourrais me dire quand j'ai commencé ou quand je pleurais dans ma voiture, tu vois. Quand t'avais tes parents au téléphone. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu me dire ? Bah, peut-être ça. Peut-être qu'un jour que je serai assise là en train de faire un podcast et de me dire qu'aujourd'hui, bah, c'est équilibré, que je me sens bien et que c'est trop cool. Hein. C'est, pour toi, la balance entre... le plaisir, le kiff, tous les bénéfices là, d'être entrepreneur et toutes les difficultés, tous les challenges, elles se situent où ?
dans ta perception, dans les différentes étapes de ce que tu as vécu. Aujourd'hui, j'imagine que tu es plus dans le côté kiff. Ouais, plus dans le côté kiff. Mais tu vois, ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? Bah là, ça va faire... à mon compte, ça fait longtemps, du coup. Mais dans l'IMO, ça fait 5 ans. Ok. Et tu vois, dans les différentes phases... En fait, je te pose la question parce que vas-y. moi, j'ai eu la phase ascendante où, en gros, j'ai eu ce truc de... J'ai un boulot qui me plaît pas plus que ça. Ça me déplaît pas, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, si je suis là encore dans 30 ans, j'aurais raté ma vie, quoi. Voilà. Je me lance à mon compte. À l'époque, je faisais de la photo en amateur, ça me plaisait et tout. Donc, en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je pense que c'est une des premières fois dans ma vie où j'y suis allé et je me suis dit... Balek, je réfléchis pas et puis je fonce, tu vois. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire ? Bon, de la photo, je suis pas trop mauvais, on va bien voir, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de frein parce que j'ai pas trop réfléchi, donc j'y suis allé. On disait tout à l'heure en intro que il fallait passer à l'action, tu vois. Il y avait ce truc-là. Et donc, j'ai eu la phase où je kiffe, je monte. Trop bien, c'est trop bien, je suis dans le kiff et j'ai les 3 et c'est trop bien et tout, tu vois. Et à un moment où, d'un coup, tu as une petite perte de sens, tu veux réajuster, tu veux faire autre chose. Avec un ami, on développait un peu plus la formation. On a lancé un des premiers programmes en ligne, des plus gros programmes en ligne pour photographes à l'époque, pour les aider à structurer leur activité, leur business et tout ça. C'était en 2015, tu vois. Et on lance ça et du coup, je sens que j'ai envie de créer d'autres choses, tu vois. Et donc, ça monte. Et après, j'ai eu vraiment une phase descendante, alors qui a duré quelques années, où en fait, j'ai pas su me réadapter. En tout cas, j'ai pas réussi à prendre la décision parce que je savais au fond de moi, tu vois, jusqu'à vivre des trucs assez douloureux, tu vois, avec le temps. Et du coup, j'ai eu ces phases-là. Et là, je suis plus dans une phase de reconstruction, tu vois, en ce moment. Et du coup, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, tu vois. Parce qu'en fait, parfois, on peut le voir de manière assez linéaire. Et moi, je pense pas que ce soit comme ça parce que, tu vois, là, on crée dans le bain, on crée ce projet, c'est le 2e épisode, on sait pas où ça va nous mener, tu vois. Non, mais on y va. Et on y va, tu vois, et c'est ok, mais probablement qu'il va y avoir des challenges à certains moments, probablement qu'il va y avoir des trucs, tu vois. Et il y a vraiment ce truc, ces phases-là, tu vois, de montée, de descente. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce qu'il y a le côté, je les accepte maintenant. Et je pense que tu peux à un moment, par l'expérience, les vivre de manière plus linéaire et beaucoup plus douce, tu vois. Mais elles sont là. Mais par contre, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours ce truc de haut et de bas, tu vois. Est-ce que toi, t'en as vécu beaucoup ? Comment tu les perçois ? Moi, je dirais que ça a été très dur, en fait, bah, j'ai eu cette petite création d'entreprise, tu vois, au début, quand j'ai créé mon application, où là, c'était vraiment trop bien, je kiffais à fond, je me suis dit, c'est incroyable, l'entrepreneuriat, etc. Après, quand je me suis lancée dans l'IMO, là, ça a été ça a été très dur. Vraiment, pendant 2 ans, ça a été très dur. Parce que tu disais 5-6 mois, mais en fait, ça a duré plus longtemps que ça, la période difficile. Ouais. Oui, ça a été très difficile parce que 5-6 mois, c'était pour avoir un revenu. Mais après, pour que ça devienne récurrent, ça a pris du temps. Et c'est beaucoup d'énergie. Et puis voilà, quand c'est... Tu t'es pas fait accompagner ? Si, mais ça a été, enfin voilà, vraiment ça a été dur pendant 2 ans où moi je faisais beaucoup de sport avant et pendant 2 ans, j'en ai pas fait une seule fois. Ah ouais, carrément. Mais pas une seule fois. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et au bout de 2 ans, j'ai appelé un coach de sport, d'ailleurs Charles, il se reconnaîtra. Et merci parce que en fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je vous appelle parce que ça fait 2 ans que je fais plus de sport. Je pensais pas que ça pouvait... Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. J'arrive pas à m'y remettre, alors que pour moi, avant, c'était presque une drogue, tu vois. Ah, oui. Et en fait, je me suis carrément oubliée. Pendant 2 ans, je me suis vraiment oubliée. Mais même donc t'as vécu cette période-là aussi, quoi. Ouais. Ah oui. Ça a été très dur. À l'époque, j'avais mon copain de l'époque qui créait lui aussi sa boîte. On avait déménagé. Enfin, un peu tout en même temps. On était dans un climat hyper compliqué. Ça a été 2 ans complexes. Et dès que j'ai repris le sport, en plus, je me suis mis... lui, il était coach en boxe thaï. Ah ouais. Ouais. Et en fait, la boxe, c'est ce que je lui disais. Je lui disais, je crois que c'est le seul sport qui te fait ressortir ce que tu vis en ce moment. Tu te défoules, quoi. En fait, tu vois, par exemple, j'étais en train de vivre une rupture en plus en parlant, tu vois, la totale, hein, c'est souvent comme ça. Et
Et en fait, je savais qu'il fallait que cette relation s'arrête, mais je savais pas comment faire, comment dire, etc. Et quand j'allais boxer, eh ben, je savais qu'il fallait que je mette ce coup-là, ce coup-là, ce coup-là. Mais en fait, je restais bloquée. Et tout ce que je vivais dans mon quotidien, c'était, enfin, je le revivais dans la boxe. Et c'est un sport qui m'a fait beaucoup pleurer. Ah ouais. Ah, vraiment. Pendant l'entraînement ou... Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est Ah ouf. ouais, ouais. Des fois, mais parce qu'à un moment donné, tu te fais taper dessus. Et Ça te fait réagir, en et fait. puis, ouais, et ça te rend... Enfin, en fait, ça te rend fou. Et t'as envie de dire, mais j'existe, tu vois. J'existe. Moi aussi, je peux être là et j'ai ma place. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et à partir de là, je crois qu'on a fait 1 an de coaching quand même. Ça a duré longtemps. Pour que ça redevienne une habitude et tout ça. Et puis après, petit à petit, voilà, c'était en moi quand même le sport. Donc maintenant, je le fais. C'est revenu, ouais. Et en fait, le fait de reprendre le sport, je me suis réaccordé des moments pour moi. J'ai recommencé à me dire il faut que j'équilibre ma vie pro, ma vie perso, parce que je sens que là, c'est complètement bancal, tu vois. Et là, ça a été un moment justement où ça a changé. Et tu parlais du développement personnel, voilà, on est clairement dedans. Ouais, mais même au début, en fait, pour moi, tu vois, quand je dis dans les 3 piliers, il y a 50% d'introspectif. En fait, vivre ça, c'est de l'introspectif tout le temps, en fait. Ouais. Ce truc de tu te sens bloqué parce que tu es dans ton combat et en fait tu es aussi dans ton combat avec ta boîte, tu es en combat avec toi-même. T'as la tête, en fait tu es dedans, c'est ça, tu es dedans et il faut prendre un peu de hauteur, regarder les choses différemment. T'arrives à le faire aujourd'hui, ça? Ouais. Parce que tu vois, moi je trouve qu'il y a un vrai challenge dans l'entrepreneuriat, c'est de pas revivre continuellement la même chose. Ah oui, pas et reproduire. En fait, bah ouais, mais tu vois, tu pourrais en fait revivre ce truc-là, t'oublier, t'es sur un nouveau projet, un machin. Et moi je pense que c'est hyper important d'avoir cette conscience-là de comment je prends soin de moi et comment tu vois, dans mes piliers, moi il y a vraiment le pilier perso qui est hyper important de comment mon entreprise me nourrit personnellement, tu vois. Et c'est quoi la synergie entre le pro et le perso? Parce qu'en fait, on peut se laisser dépasser par des projets où il y a un truc qui marche bien, tu fais plus de chiffres, t'es emporté par le truc, tu vois, et tu t'oublies, et en fait, tu bosses 70 heures par semaine, t'es au bout du rouleau, et puis tu finis sur une table d'opération, tu vois. C'est ça. La fin tragique. La fin tragique. Je suis bien placé pour en parler. Bah oui. Non, mais c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour pas t'oublier, pour être dans ce juste équilibre, tu vois? Je me souviens de l'année dernière, il y a eu des périodes où tu étais un peu sous l'eau, tu vois, du coup, et c'est ok parce que c'est pas linéaire non plus, tu vois. Mais comment tu fais pour y revenir et pas te laisser porter par le truc et passer 6 mois au fond du gouffre? Non, mais parce que ça va. Là, bientôt, vous la verrez plus, elle sera plus là, elle sera vraiment par terre. Non, en fait, l'immobilier, c'est très saisonnier, mais après, comme comme plein de boulot. Plein de boulot. Et c'est vrai, d'un coup, un matin, tout le monde décide de vendre ou tout le monde décide que maintenant, il faut que ça aille vite. Et c'est vrai que tu peux vite te retrouver sous l'eau. Déjà, moi, j'accompagne pas beaucoup de clients en même temps. Ça, c'est vraiment, j'en accompagne 5 maximum. J'aide 5 personnes à vendre leurs biens. Et basta. En parallèle. Voilà, je vais pas... Ce qui est pas mal déjà, non? Ouais. Oui. Mais il y a des agents IMO, voilà, ils ont, je sais pas moi, 10, 15 biens à vendre. Et pour moi, pour faire un vrai suivi, il faut pas qu'il y ait une grande quantité de... Oui, après, tu es obligé de rogner sur peut-être de la relation client. Exactement. Un truc comme des ça. Retours, voilà. Après, quand on m'annule un rendez-vous, ah ouais. et ben en fait, je me dis que ce rendez-vous, il est pour moi. Ok. Voilà. C'est-à-dire que c'est trop facile, tu peux dire « Ah, ça tombe trop bien, j'avais telle merde à gérer, tu vois, ou j'avais ma compta à faire. » Et je me dis non, parce que ce rendez-vous, j'y serais allée. Donc, je vais le prendre pour moi, je vais aller faire du vélo pendant 1 heure, ou je vais faire un truc pour moi, tu vois. Si j'ai envie de cuisiner, je vais cuisiner. Un petit projet perso, là, qui n'a pas d'objectif business. Ouais, j'ai envie de peindre, on fait un podcast, voilà. on prend du temps pour nous, ok. Donc, ça, c'est un truc que je fais. Tu vois, la dernière fois, hop, on m'a annulé un rendez-vous. J'avais mes affaires de piscine dans le coffre. Allez, hop. C'est quand tu m'as appelé, là, que tu m'as dit j'ai la piscine. Voilà. Mais ouais, ça. Et puis, en fait, maintenant, ça devient... C'est tellement une habitude que...
Ouais, là, je pense que c'est ancré parce que ça fait maintenant 3 ans que je fonctionne comme ça, quoi. Ouais. Ah, c'est hyper Après, ça arrive intéressant. toujours d'être un peu sous l'eau, Ouais. mais juste de dire c'est pas grave, ou de dire au client écoutez, je suis sous l'eau. Oui, Tu vois, de le dire aussi, en fait. Ouais. mais voilà, et d'encore. Alors, déjà, je communique beaucoup quand même, mais d'encore plus communiquer et de rester hyper simple. Parce que je suis convaincue que n'importe qui, enfin, on peut tout comprendre tant qu'on explique les choses. Bon, à part si on est vraiment con, il y en a un qui sont. Ça arrive. Hein. Ouais, ça existe. Et alors là, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça qui peuvent pas comprendre qu'à un moment donné, tu vois, je suis face à une difficulté ou. Non, mais les gens, ils sont quand même cool, franchement. Oui, voilà. En fait, si, ça moi, je trouve peut que. arriver, mais. Tu vois, il y a un truc où on diabolise vachement et tout, mais si t'es dans la communication, t'exprimes les choses, que t'es cool toi aussi, que tu fais des compromis, enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est fluide, tu vois. Ouais. Et ton client, là, tu vois, il y a eu le truc de l'État qui voulait baisser le plafond de TVA pour les auto-entrepreneurs. Ouais. Finalement, là, ils l'ont pas fait. Et tu vois, c'était beau. Il y avait quelqu'un qui partageait sur Insta. Là, elle disait, ben voilà, moi j'ai partagé quelques stories pour dire que c'était un peu galère parce que j'avais facturé plein de trucs. Et du coup, j'allais devoir payer 20% alors que c'était déjà facturé et tout pour des prestats saisonnières, tu vois, qui arrivent plus tard. Et ses clients, ils lui ont écrit, en voyant le message sur Insta, en lui disant, bah écoute, tu fais un avenant et puis nous, on te paye les 20% en plus, il n'y a aucun problème, tu vois. Et en fait, il y a quand même ce truc-là où avant de râler, avant de crier, avant de critiquer, tu vois, en fait, si tu es juste un peu humain et que tu discutes avec les gens et tout, en fait, tu résous 95% des problèmes, tu vois. Et en fait, il y a plein de personnes, ils se mettent un peu en mode, pas agressif, mais tu vois, un peu en mode... avant même d'avoir trouvé une solution. Et en fait, tu te crées dans la tête un problème qui est beaucoup plus gros que ce que ça aurait été, alors que tu discutes avec ton client, ben... C'est lui qui va trouver la solution. Ouais, parfois. là, je peux pas pour X raisons, ou là, ben, ça se passe pas comme ça, ou ci ou ça. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais. J'ai jamais, tu vois. Moi, j'ai jamais eu un client chiant qui a gueulé pour un truc ou quoi, tu vois. J'ai eu des clients avec qui c'était challengeant, parce qu'en fait, il y a des trucs pas prévus, ou il y a des trucs, tu les fais, et puis t'étais parti sur un truc, et puis eux, ils avaient compris autre chose et tout, tu vois. Et je me suis toujours dit... Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, remise en question, et aussi prendre le recul de dire en fait je pense que là il est pas de bonne foi, et du coup je vais lui dire, en fait je vais lui dire je pense que t'es pas de bonne foi parce que je t'ai expliqué le truc, et je pense que là t'essayes de grappiller un peu parce que ça t'arrange, tu vois. C'est bien le dire. Et ouais, et c'est chaud, c'est dur, tu vois, de faire ça, et notamment avec un client, Guillaume, tu vois, et après on a trouvé un entre-deux qui allait bien, et puis on était contents tous les deux, tu vois. Mais à la fois, pas se poser en mode c'est moi qui ai raison, et pas se poser non plus en mode je suis un déchet, et puis il faut tout que je fasse pour mon client, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir une relation très équilibrée. C'est-à-dire que moi, je me vois pas ni supérieur ni inférieur, et j'ai pas envie qu'il me voit différemment non plus, tu vois. Ça me fait penser, un jour, j'ai un client, mais vraiment, j'avais tout fait pour eux. J'avais fait une super vidéo de leurs biens. J'avais vendu leurs biens en 1 semaine, au prix fort, tu vois, au prix fourchette haute. Tout était réuni, les bonnes conditions, c'était un paiement comptant, il y avait... tout était fluide, rendez-vous chez le notaire, nanana. Et sur la fin, il y avait un peu des... ça traînait, et voilà. Et en fait, je pense que le vendeur, il a stressé ou j'en sais rien. Et à un moment donné, il m'a appelé, il me dit... et je lui ai dit, mais du coup, moi, je vais appeler votre notaire pour échanger avec elle. Hein. Et il me dit, non, c'est moi qui parle avec ma notaire. Vous... Enfin, bref, il me parle, mais trop mal, vraiment. Alors qu'avant, pas du tout. Non, mais là, il pète un câble et vraiment, il me respecte pas, hein, clairement. Ah ouais. Alors moi, je reste un peu sur le cul, tu vois. Je raccroche. Et en fait, je bossais avec des copines, tu vois. Et là, je commence à me dire, non, mais il m'a trop mal parlé. Et tu commences à dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je commence à avoir la boule au ventre. Non, mais je me dis, mais après tout ce que j'ai fait, je peux pas accepter qu'on me parle comme ça. C'est impossible. La justice qui a surgi. Au bout d'1 heure, je le rappelle. Et je lui dis, oui, je vous rappelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, le truc. Ah, il est encore dans son truc, quoi. Et je lui dis, oui, c'est juste pour vous dire que qu'est-ce que j'ai dit ? Je vous interdis de me parler comme ça. Après tout ce que j'ai fait, vous me devez un minimum de respect, etc. Ah non, c'était pas je vous interdis, j'ai dit je n'accepte pas. Ah ouais, oui, encore, ouais. Voilà.
nanana. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, nanana? Il raccroche. Ok. Bref, au moins je l'avais dit, tu vois, j'étais contente. C'est soulagé, il a entendu. Le lendemain, parce qu'on devait se revoir pour faire la dernière visite, je vois un message, tu vois, à 7h du matin. Je vois qu'il avait essayé de m'appeler et qu'il m'avait laissé un message. Et du coup, je l'appelle et je lui dis oui, j'ai vu que vous aviez essayé de m'appeler là. T'avais pas écouté le message? Non. Et il me dit oui, voilà, pardon par rapport à hier, etc. Parce que moi, je lui ai dit, mais je comprends. Là, c'est une grosse vente, vous êtes stressé. Ouais, il y a Moi, des je comprends, enjeux mais je suis derrière. pour rien. Hein. Enfin, Ouais, je fais mon maximum. Et du coup, il m'a tout redit. Oui, vous aviez raison. Voilà, vraiment, pardon. Je me suis emportée. J'ai déménagé 30 ans et je suis fatiguée. Et ouais. Et voilà. Et il me dit, voilà, est-ce que vous acceptez mes excuses? Et j'ai dit, je vais y réfléchir. Sur la fille. Ça, c'est l'ego qui parle. Je vous rappelle dans une semaine. Et après, j'ai dit, bon, allez, j'accepte vos excuses, tu vois. Et après, on s'est revus une heure après, il s'est réexcusé. Donc voilà. C'est Après, beau, je suis pas c'est beau. rancunière. Ouais. Mais au moins, je l'ai dit, parce que j'aurais pu vivre avec ça pendant des années, je pense. Ouais, et De puis en repenser fait, à. lui, ça va lui servir parce qu'en Ah fait, ouais. ça lui fait peut-être prendre conscience qu'il y a un moment où il a pété un câble parce qu'il y avait trop d'enjeux, il a eu de la pression sûrement, et Et trucs oui. comme ça. Bah, dès qu'il y a beaucoup d'argent, tu sais, de toute façon, en général. Bah ouais. Et toi, te respecter, putain, de dire des trucs et tout. Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est ouf d'arriver à faire ça. Mais voilà, avec du recul, j'en rigole. C'était Ouais, mais c'est marrant. C'est trop drôle. Mais je pense qu'il y a plein de personnes tu vois, en t'écoutant là. Et je me dis, je pense que c'est pas représentatif de l'entrepreneuriat de manière générale parce on est que deux déjà, et puis on a Oui. notre parcours, nos histoires et tout. Et puis on est un peu dans cette dynamique de remise en question, d'avancer, Ouais. de passer à l'action, de travailler sur soi et tout, tu vois. Ouais. Mais il y a un truc qui revient, tu vois, c'est quand même un peu de se lâcher la grappe et de kiffer, de voir ça un peu comme un jeu, tu vois. Ouais, Et carrément. en fait, il y en a trop qui se prennent au sérieux. Ouais. Je trouve qu'il y a des gens, tu vois, ils créent leur boîte, j'ai l'impression qu'ils sont PDG d'une boîte au 440 et tout. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, pète un coup, t'es juste à ton compte, t'as ta petite micro quand tu démarres. Si t'as envie d'avoir plus un jour, t'auras une SAS, SARL, ce que tu veux, machin, Ouais. tu vois, une EI ou quoi. Mais comment, tu vois, t'es là pour t'amuser, tu vois. Ouais. Et je pense que de ramener un peu de l'amusement, du jeu, du Ouais. kiff et tout, ça change beaucoup de choses. Et des Parce que, relations. oui, mais dans tout. C'est-à-dire que si tu vois ton client comme un porte-monnaie, c'est pas la même chose que si tu vois ton client comme Exactement. quelqu'un avec qui tu as envie de kiffer, qui est sur ton chemin de l'entrepreneuriat, avec qui tu vas passer un bon moment, que tu vas aider dans sa problématique et tout. Oui, la conséquence, c'est que tu vas faire du business, tu vas avoir de l'argent, tu vois. Mais ça change tout de voir vraiment, enfin moi, en tout cas pour moi, je sais pas, bon, j'imagine que toi, c'est un peu comme ça, Ouais. de voir les gens comme un partenaire et en fait tu vas avoir un projet plus ou moins long avec eux que juste un porte-monnaie avec des pattes qui va s'ouvrir pour te payer ta prestation, tu vois. Enfin, pour moi ça change tout. Et dans un cas tu es en mode dans le dur, dans ce truc là ou machin, et dans l'autre cas tu es en mode plus kiff, résilience, on va s'amuser. Il y a plein de choses qui se passent quand tu es dans ce mood là, quand tu Ça cherches change pas. tout. Ça change tout. Et par exemple, bah, tu sais, sur les apéros d'entrepreneurs qu'on organise, etc. Moi, j'aime bien observer, et c'est vrai que moi, j'adore ceux qui oublient leur carte de visite. Tu vois? Parce qu'ils sont même pas là pour ça, en fait. Non, et en fait, c'est eux que tu as envie de recommander, ou c'est avec eux que tu as envie de travailler. Et celui qui va venir, qui va distribuer ses cartes à tout le monde, tu vois, il se sera même pas présenté. Il aura juste donné sa carte, ou il aura cherché le petit endroit pour poser sa carte, et voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que hier, du coup, on était dans un petit événement là. Et oui. en fait, il y avait, tu captes à 10 000 en fait, les personnes qui viennent juste connecter et tout. Et salut, bah, tu fais quoi et tout, machin. Ah, c'est cool. Et, tu vois, il y a pas d'attente et c'est sympa et tout. Et en fait, la personne, tu as juste envie de lui dire c'est quoi ton LinkedIn, c'est quoi ton Insta à la fin, tu vois, alors qu'il t'a rien demandé. Et la personne qui vient, bonjour, je me présente, moi je travaille là-dessus, votre business, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à avoir besoin de quelqu'un pour faire ce truc-là, Ah ouais. Ah ben non, mais en fait, j'y penserai pas plus là, tu vois, ça me donne pas envie, quoi. Et en fait, c'est tellement téléguidé, tu vois. Je trouve que moi, je relie ça à est-ce que tu exprimes les choses par la peur ou par la passion? Je parle beaucoup de peur, tu vois. Alors peut-être qu'il y a d'autres synonymes, mais en gros, c'est ce truc de est-ce que quand tu connectes avec quelqu'un,
t'as pas réellement d'attente. T'as toujours une attente, tu vois, de peut-être qu'un jour ça marchera et c'est ok, mais c'est pas l'attente principale et c'est peut-être la conséquence et que tu vas connecter avec les gens et tu te dis c'est ouvert, c'est open, tu vois. Ou est-ce que en fait t'es dans la peur de je suis là, il faut que je parle à 10 personnes, il faut absolument que je distribue X nombre de cartes et à la fin en fait si je fais cet événement et ça m'a pas rapporté tant d'euros, ça marche pas quoi. Ouais, je dirais presque pas par forcément il y a une peur derrière, mais je dirais par intérêt. Oui, oui. Clairement. Mais l'intérêt, oui. Ça se sent trop. Mais l'intérêt, il est nourri par un truc derrière. Ouais. Mais t'as raison, c'est par l'intérêt ouais. Tu te dis, voilà, il faut que je sais pas, je le mette dans mon carnet d'adresse, ou il faut que je lui facture un truc, ou juste l'intérêt de donner ta carte. Mais est-ce que c'est pas plus beau qu'on te demande ta carte, tu vois? Ouais, est-ce que ça peut pas être ça ta motivation, tu vois? Ce soir, j'ai envie qu'on me demande ma carte. Ouais, c'est ouf. L'objectif, c'est ça, quoi. Ouais, il y a une entreprise l'année dernière avec qui j'ai bossé. Et c'est une entreprise, je pense qu'on a commencé à bosser il y a, je sais pas, il y a 10 ans, 11 ans, tu vois. Et à un moment, je leur ai proposé de faire des tournages de podcasts. Et quand j'ai proposé ça, j'ai pas proposé ça pour me dire, je vais faire plus de business, tu vois. Je l'ai proposé en mode, j'adore les podcasts. Tu vois, on va s'amuser. On va s'amuser. En fait, j'adore tellement ça que je suis OK pour le faire gratuitement et passer du. Enfin, tu vois, et ça, c'est un bon indicateur aussi de qu'est-ce que tu fais ou juste en valeur plaisir et sans attendre un retour et tout, tu vois. Et je propose et je dis, ce serait trop le kiff pour vous développer, pour avoir une plus grosse audience, pour communiquer, machin et tout. Et sans attente, tu vois. Et je dépose le truc et je dis, voilà, en fait, si ça vous donne envie, si vous avez envie de faire ça, moi, ça me ferait kiffer de faire ça avec vous, tu vois. Alors que je suis même pas vidéaste, j'ai pas les compétences absolues, tu vois, c'est juste je m'y connais un peu parce que j'en fais pour moi, pour mon plaisir depuis quelques années. Et en fait, l'entreprise, quelques mois plus tard, peut-être 6-7 mois plus tard, elle me recontacte, elle me dit, franchement, ça me fait trop kiffer, j'ai envie de faire ça et tout, et tu m'en avais parlé il y a 6 mois et tout, on va lancer le truc. Et on a fait peut-être 4 épisodes, un truc comme ça, tu vois. Ça m'a apporté quelques milliers d'euros. Et en fait, c'est un truc où j'ai kiffé faire ça. J'ai fait une proposition où j'avais pas d'attente. Et en fait, je suis trop content de faire le tournage. Tu vois, je pourrais presque le faire gratuitement. Je le fais pas parce que du coup, ça nourrit mon business. Et du coup, ça m'a rapporté du business, tu vois. Et en fait, je trouve que ça change tout. Parce que si j'étais allé avec l'envie particulière, le truc, probablement que j'aurais pas eu les mots justes, probablement que j'aurais été dans un truc où tu sens cette énergie du manque, tu vois, enfin, je trouve que ça sent, le truc tu qui vois. vient pas du cœur, le truc qui vient pas de c'est là. ça. Et je trouve ça c'est ouf, ça change tout, tu vois. Et je pense que c'est un truc important à rappeler ce matin, ou c'était ce soir, ou c'était nuit, quand vous l'écoutez, quand vous regardez, de connecte-toi à l'énergie de ton cœur et de qu'est-ce qui te fait kiffer de faire et comment tu peux être hyper satisfait pour toi et pour tes clients à la fin, tu vois. Ouais, c'est clair. Et de dire les choses. Moi, la dernière fois, j'ai dit à mes clients, parce que j'ai accompagné une nana qui se lançait dans l'IMO, etc. Je l'accompagne en rendez-vous, etc. Et à la fin du rendez-vous, je lui dis, bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu vois, on fait le débrief, tout ça. Elle dit, oh là là, je sais pas si il a envie de travailler avec moi. Et je lui dis, mais il était là. Pourquoi tu lui as pas posé la question, tout simplement, tu vois? Et du coup, je lui ai dit après, appelle-le. Elle me dit, mais là, on est parti et tout. J'ai dit, on s'en fout, tu l'appelles. Tu dis, voilà, je voulais vous poser une question. Et elle l'a fait, voilà, ça lui a fait du bien. Énorme. Mais maintenant, là, mon dernier rendez-vous, par exemple, moi, je leur ai dit, moi, j'ai trop envie de bosser avec vous. Enfin, vraiment, vous êtes trop cool. C'est un petit papy, une petite mamie. Je leur ai dit, je veux trop vous accompagner parce que voilà. La petite mamie, elle m'a fait de la soupe. je suis partie au ski avec ma soupe et tout. Enfin, trop mignon. Et voilà. Et je leur ai dit, et vous pensez, vous allez solliciter d'autres personnes? Elle m'a dit, oui, mais en fait, finalement, et peut-être parce que j'ai juste été hyper vraie, hyper humaine en disant, moi j'ai envie, quoi. Et eux aussi, je pense qu'ils avaient envie. Ça se ressent. Alors que si tu dis rien, tu laisses le doute, c'est dommage. Vaut mieux dire ce que tu penses. Tu vois, je pense que l'entrepreneuriat, est-ce que c'est inné, acquis, ou est-ce que ça s'apprend, ça se développe? J'ai quand même ce sentiment qu'il y a plein de trucs qui se développent, il y a plein de trucs à apprendre, mais en te connaissant, toi, et on avait fait un épisode de podcast il y a quelques années où on t'interviewait avec Paul, où il y a quand même ce truc où la relation client, le service client, le bien-être des gens, la connexion, en fait, tu vois, tu as créé un réseau quand même d'entrepreneurs dans le coin et tout, tu vois, ça c'est quand même un truc, une valeur qui est hyper, hyper forte chez toi, tu vois.
Et du coup, j'ai quand même l'impression que ça, c'est pas un truc qui s'apprend, tu vois. C'est un truc Oui, qui... c'est sûr. Tu peux le développer un peu, mais si t'as pas ce goût-là, ça va être un enfer. Parce que du coup, tu vas développer... tu vas y aller à reculons. Parce que si c'est pas j'allais dire dans tes gènes, je sais pas si c'est dans les gènes ou pas, mais si t'as Si, pas oui, non, mais depuis tu vois, toute si t'as pas ce petite. truc de te connecter aux gens, Ah oui. en fait, ça va te faire chier de le faire, Ouais. tu vois. Et ce sera une corvée de te dire, ah putain, en fait, j'ai un client, il faut que je lui écrive, ah, il faut que je sois sympa avec lui, machin et Ouais, tout, tu vois. ouais, Non faut que mais, je sois sympa. ouais, mais c'est vrai. Et ouais. Parce que du coup, c'est pas naturel, tu vois. Ouais. Et du coup, la question que je me pose, J'imagine, c'est parce que j'ai un petit tableau Véleda, ton c'est workflow, la être liste, sympa avec. sourire. Ah, je suis au rendez-vous, je suis content. Putain, je Oh merde, là, je souris plus, j'ai ri, non, putain. Et du coup, tu vois, j'ai une question à te poser. Moi, j'ai ma réponse, mais je veux pas te la donner, je veux te la poser. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est connecter des fondamentaux business et de l'apprentissage de stratégie et tout à qui on est? Ou est-ce que tu penses vraiment que selon qui on est ou selon les forces qu'on a ou les aptitudes qu'on a développées, ben en fait, c'est pas compatible, quoi? Putain, c'est super dur comme Ah question. ouais, ben je sais, je pose des questions difficiles. Je te refile le bébé, là, vas-y. Non, parce que tu vois, en fait, ça se Non, moi, discute, tu dans tous vois. les cas, je pense qu'on peut ne pas être fait pour ça. Ok, ouais, Déjà, ça, j'en suis convaincue. Je ouais. pense que tu peux naître et tu seras. Enfin, t'auras pas les trucs en toi pour être entrepreneur, pour avoir ce. Tu pourras essayer, mais ça marchera pas forcément, ou t'auras pas le truc, ou tu vas galérer, ce sera pas inné, quoi. Ouais. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, Ouais, moi je pense ça aussi. En fait, mais. ouais, je pense que il y a une subtilité où les deux sont vrais. C'est-à-dire que je pense que il y a des personnes qui sont vraiment pas câblées pour ça Ouais, et qui ont pas envie, hein. Enfin, et moi, qui n'ont pas envie en fait. Et c'est Ouais. ok, tu vois, Ouais. d'avoir envie d'être salarié Ouais. parce que D'avoir j'aime pas dire ça parce que pour moi c'est pas confortable d'être salarié, oui pour nous. oui, voilà, mais d'avoir un certain peut-être enfin une régularité Tu peut-être. parles devant le micro. Ah, devant le micro, pardon. D'avoir une certaine régularité, peut-être je vais être figée, tu sais. D'avoir toujours le même salaire ou enfin du récurrent. Peut-être que c'est le. Mais après ça tu peux le. Mais bon, je comprends Ouais, que ouais. tu puisses. Mais après, il y a un truc aussi, tu vois, je me suis dit récemment, c'est. T'as un groupe. En fait, je me suis. Tu vois, moi, j'essaye de. La méthode de coaching que j'utilise avec mes clients, c'est une méthode de dépolarisation, d'aller voir les Ouais. bénéfices et les inconvénients pour chaque situation. Et tu vois, par exemple, selon ce que tu veux faire dans ta vie, bah, tu as plus intérêt à être salarié pour une grosse boîte où tu peux avoir un putain de poste qui va te nourrir que de Oui. le développer à ton compte. Parce que peut-être que tu pourras pas avoir les clients que tu espères avoir et tout. Donc je pense que tu vois, il y a une nuance. Mais pour revenir à la question, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas faites pour ça ou qui ont juste pas envie. Et au-delà d'être fait ou pas fait pour ça, c'est juste un truc dans leurs valeurs, dans tout ça, ça les attire pas. Et par contre, le deuxième point, c'est de pas se tromper et de créer l'entrepreneur en fonction de qui on est et pas l'entrepreneur idéal sur le papier. C'est-à-dire que tu vois, on pourrait penser dans mes valeurs hautes, je suis pas en mode connexion avec les gens, je suis pas en mode facilité à créer un réseau et Ouais. tout, comme toi, tu vois, et se dire, bah, c'est foutu, je peux pas être entrepreneur. Alors, je pense qu'il y a une autre place qui existe où on se dit, ben, si dans nos qualités, c'est être un gros bosseur et être Oui. très technique, on peut en fait être sur des plateformes comme Malte ou des trucs comme ça de freelance. Et en fait, on est juste hyper bon techniquement. On n'est pas trop fort dans la relation, mais en fait, les gens, ils vont venir nous chercher pour des compétences extrêmes, des trucs comme ça. Et je pense que c'est avoir conscience de c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses aussi, qu'est-ce qui peut nous manquer. Soit d'essayer d'avancer et de développer un peu nos faiblesses pour être un peu meilleur. Et là, je pense que c'est ce qu'on apprend, tu vois. Mais aussi de se reposer sur ce qui est inné, sur moi, ce que j'appelle notre zone de génie, tu vois, notre singularité. C'est quoi nos forces qu'on a développées, c'est quoi notre manière d'être qui peut créer une connexion, tu vois. Et ça te fait... Ouais, ça te... Non, ça me fait penser à un truc. Vas-y. J'ai envie de te poser une question. Ah, vas-y. Est-ce que tu penses qu'on pourrait entreprendre, qu'un entrepreneur peut entreprendre dans n'importe quel domaine? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que demain, je peux ouvrir une boucherie? Ou est-ce que tu penses que demain, tu peux ouvrir une boucherie et kiffer Non, être boucher? je crois pas. Ok. Je crois pas parce que justement quand je parle de singularité, tu vois, il y a des personnes qui vont
avoir des capacités à bosser beaucoup, longtemps, moins se fatiguer. Il y a des personnes qui vont se fatiguer plus vite. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de sens dans ce qu'ils font, tu vois. Et du coup, ouvrir une boucherie, ça n'aura pas de sens. Et des personnes, ils sont entrepreneurs, pas moins pour le sens peut-être, mais pour le lifestyle. Et du coup, peu importe ce qu'ils vont faire, et en fait, ça va nourrir ça. Et en fait, moi, j'ai le sentiment qu'on revient toujours à c'est quoi qui te drive dans la vie. C'est quoi tes valeurs hautes, tu vois. Et tu vois, pour donner un exemple très concret de ça, c'est que il y a quelqu'un une fois qui me dit, j'arrive pas à communiquer sur Instagram, tu vois. Et je dis, ok, on va travailler là-dessus, tu vois. Et la personne, on travaille là-dessus, elle me dit, moi je lui dis, bah, pourquoi t'arrives pas à communiquer? Bah, parce que j'ai essayé de faire un post comme ça, regarde, il y a un tel, il fait ça, et du coup, tu vois, c'est un post, c'est trop bien, parce que c'était un post un peu, qui partageait un peu des choses très concrètes, tu vois, pour les clients, comment ça se passe la séance, comment le machin et tout, tu vois. Et je dis, ok, c'est trop bien et tout, bah, c'est vrai que c'est un super post, tu vois, c'était motivant et tout. Je dis, mais ça t'inspire, toi? Ah non, ça me parle pas du tout. Ok, Ouais. c'est quoi qui t'inspire? Ben moi, avec mes clients, en fait, je les amène dans leur univers, dans mon univers, c'est une connexion avec eux, et puis on part à l'aventure, tu vois. Et en fait, la personne me raconte un truc qui fait hyper vibrer, tu vois. Et je me dis, c'est trop bien. Je dis, pourquoi tu dis pas ça? Ben parce qu'il faut pas dire ça, en fait, tu vois, il faut être dans un truc, t'es concret, machin. Ah bah non. Et pour moi, c'est ce truc de, soit tu connais, tu comprends, c'est quoi qui te drive dans la vie, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui fait vibrer. Et du coup, en fait, tu le partages. Et en fait, peu importe comment tu le partages, tu vas embarquer les gens émotionnellement avec toi. Soit tu te dis, tu minimises ça, parce que tu n'as pas connaissance ou conscience de ça, et tu te dis, ce qu'il faut faire, c'est les valeurs de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est là où tu te plantes, parce que tu vas prendre comme acquis pour toi le fait qu'il faut parler de manière très cadrée, très technique ou quoi, alors toi, tu n'en as rien à foutre, tu vois. Et pour moi, tu vois, il y a vraiment ce truc-là qui est hyper important. Et du coup, il y a le truc de on est fait pour ça ou pas pour ça, je pense qu'il y a une vraie volonté derrière. Mais après, la deuxième métrique, c'est trouver vraiment la connexion entre notre boulot, notre métier, et du coup, trouver le métier. Moi, j'ai dit non pour le boucher, parce que je pense qu'on choisit pas métier par hasard, tu vois. Je pense qu'il y a plein de métiers qui correspondent. Par exemple, t'aimes être dans la relation d'aide parce que t'es quelqu'un hypersensible. Tu pourrais être, je sais pas, infirmière libérale à ton compte. Tu pourrais être, tu peux faire du massage, tu peux faire du coaching. Enfin, tu peux être photographe. Il y a plein de métiers qui correspondent. Par contre, je crois qu'il y a une connexion qui se fait entre le métier, ce qui permet de partager de ce qui est propre à toi et ce que tu as envie de partager par rapport à ce qui est inné en toi et tu vois, ta singularité et tout, quoi. Ouais, carrément. Donc, je me suis enflammé un peu là. Ouais. Mais c'est bien. C'était une bonne question, du coup. Et ouais, et du coup, c'est complexe, en fait. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Purée, il y en a des choses à dire. Hein. Putain. Dans ce que tu avais préparé, est-ce qu'il y a des trucs... Ce qu'on a préparé. Ce que j'ai préparé, mais... Ouais, ce qu'on a préparé, mais tu l'as quand même préparé plus que moi. Mais qu'on n'a pas du tout suivi. Ouais. C'était pour voir si on... Si, on a répondu à pas mal de choses. Ah oui, si, ça c'est... Ah ouais, ok. Le 2 Ah, je pensais au 6, moi. Ah, mais le 2, c'est quand même hyper important. Bon, on l'a dit un peu. Un peu, mais je pense que ça vaut le coup d'appuyer. Bah vas-y, commence par le 6. Non, vas-y. Le 2, c'était l'environnement. Ouais. Et notamment, il y avait la partie un peu dans l'environnement. C'est quoi tes mentors, c'est quoi tes modèles. Et pour le coup, franchement, je pense qu'en fait, il y a parfois dans l'entrepreneuriat cette croyance un peu de l'autodidacte, qu'il faut y aller seul, il faut se faire seul et tout. Et je pense que c'est ajouter une galère supplémentaire qui est toute pourrie et qui a aucun intérêt, à part pour son ego de se dire je l'ai fait. Et du coup, je pense que c'est une des premières questions à se poser, c'est comment mon environnement et comment je me crée un environnement de personnes motivantes, de personnes qui vont me driver, qui vont me partager peut-être du savoir et tout, et avec qui je vais pouvoir monter, tu vois. Il y a cette métaphore de on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, tu vois. Ça, c'est carrément vrai. Et, ouais. Ouais. C'est carrément vrai. Je réfléchis à mon entourage quand j'ai commencé. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est... Et autour de moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu l'ovni, quoi, hein, parce que... Et ouais, t'avais pas... Tout le monde était étudiant. Enfin, j'avais mon copain de l'époque qui travaillait, qui était commercial, quand même. Donc, il y avait quand même cette démarche Ce côté un peu commercial, aller chercher du business, etc. Relationnel. Ça, c'est quand même un métier commercial où t'es salarié, mais t'as des grosses primes en fonction de comment toi, tu vas développer ton entrepreneuriat personnel, un peu, finalement, c'est vrai. tu vois. C'est vrai, mais après, bon, voilà, ma mère...
salarié, mon père salarié, mon grand-père qui avait fait toute sa carrière dans la même boîte, ma grand-mère qui travaillait pas, enfin tu vois, mon grand-père douanier, enfin des trucs. Ah non, et pas du dans tout. les amis, dans le côté perso. Les amis, non, enfin moi j'étais jeune, hein, donc étudiant ou école de commerce. Non, à cette époque-là, franchement. Ma marraine, elle salariée. Enfin, tu vois, je pense aux gens que je côtoyais beaucoup. Non. Mais moi, je te dis, je savais même pas que ça existait d'être entrepreneur. Je savais pas ce que c'était. Moi, c'est l'inverse. Les gens, ils m'ont partagé leur peur et leur croyance, leur vision. Ils m'ont tous dit t'es fou de te lancer, c'est trop difficile, il n'y a pas de business, ça marchera jamais et tout. Et j'étais assommé de ça. Pendant les 6 premiers mois, heureusement que je me suis lancé à fond et que j'ai pas réfléchi parce que j'ai pris dans la gueule tous les trucs des gens de j'ai un boulot de merde mais je change pas et je vais te dire que c'est pas bien de changer parce que comme ça moi je peux rester dans mon inconfort et puis j'ai pas de questions à me poser, tu vois. Ils me renvoyaient ce truc là de c'est impossible, ça marchera pas, c'est trop compliqué, toutes leurs croyances, tu vois. Ou tu sais mais je comprends pas comment tu fais pour trouver la motivation le matin, tu vois, genre quand tu te réveilles. Il y en avait plein qui me disaient ça. Oh là là, mais moi j'y arriverais pas du tout de me lever. Ils te parlent d'eux les gens en fait. Ouais. C'est vrai, hein. Ou mais ça je te l'avais partagé dans le podcast qu'on avait tourné du coup il y a quelques années, que ma mère me disait mais travaille bien. C'est trop bien, il faudrait qu'on le mette en lien. Ouais, on va mettre le lien, ouais. Mais travaille bien, comme ça peut-être que quelqu'un va te repérer et qui te proposera un CDI. Non, mais non, en fait, j'ai pas envie. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Ouais, t'as plus de temps quand t'es salarié. Je suis pas d'accord, tu vois. Clairement pas, parce que des fois, t'es obligé de te taper les bouchons le matin, donc tu perds 1 heure dans la voiture. Tu pars à telle heure et telle heure, peu importe. Après, bon, ça peut être plus ou moins flex, mais plus ou moins souple. Mais t'as quand même des horaires à respecter. Oui, qu'il y ait du boulot ou moins. Putain, ça, c'est l'enfer, ça. Tu peux pas aller à la piscine parce que José, il est pas venu au rendez-vous, tu vois. Ça, c'est l'enfer de te dire il faut que je reste 1 heure alors que j'ai rien à faire juste parce qu'il faut rester, quoi. C'est clair. Et même, tu vois, t'as parlé des transports. Ouais. Moi, quand j'étais salarié, c'était un enfer. Je faisais de la route, il y avait des bouchons, c'était un calvaire. Aujourd'hui, je me dis, oh, j'ai de la route à faire, trop bien, je vais écouter un podcast. Et du coup, je kiffe trop le truc, quoi. Oui, mais sauf que quand t'es salarié. Alors, je dis pas que salarié, on n'écoute pas de podcast, parce que je pense que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Je pense que le podcast, maintenant, c'est. Enfin, tout le monde en écoute, et justement, dans la voiture, c'est le moment. Mais peut-être que tu vas plus râler en te disant c'est toujours pareil, tous les matins pareil, il y a tout le temps des bouchons. Ça va être plus dur de trouver l'intérêt pour toi des bouchons, quoi. Tu vois, Je pense qu'il y a une vision différente de la vie quand t'entreprends ou pas. C'est quand t'entreprends, t'as cette vision de je me forme tout le temps et j'apprends tout le temps. Quand t'es salarié, t'as ce truc de j'ai un métier par un truc que j'ai appris à l'époque. C'est pas que t'apprends plus, mais tu mets un truc de je vais demander une formation à mon chef parce que du coup j'ai envie de gagner un peu une compétence. Tu vois, moi je me pose pas la question. Non, je veux une augmentation. Ouais. Moi j'ai envie d'augmenter en compétences, je m'achète une formation, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en coaching, en formation et tout. Je demande pas l'avis de quelqu'un et je le fais pas pour mon job. Je le fais pour le job et pour moi. Tu vois, il y a cette différence là. Et du coup, il y a un truc où, et probablement parce que mes valeurs apprentissage sont importantes, mais il y a un truc où en fait moi je kiffe tout le temps apprendre des nouvelles choses et me nourrir de ça, tu vois. Et je vois pas comme une contrainte de j'ai appris mon truc, il faut juste le délivrer, il y a un truc à faire, il y a un truc à apprendre, il y a un changement de stratégie, il y a un changement de marché et tout, parce que ça demande une adaptabilité constante, tu vois, l'entrepreneuriat. Et l'environnement, moi je veux te remercier, Sarah, franchement, parce que quand on est venu habiter là, on est paumé dans la campagne, dans la forêt. Et c'était dur parce que je me suis retrouvé, pour le coup, je me suis vraiment senti isolé, tu vois. Je suis passé de la grande ville où je vois du monde toutes les semaines, tout le temps, avec des projets, machin. Je vois des biches et des sangliers, mais et mes enfants. C'est bien, mais c'était violent. Je comprends. C'était violent dans l'environnement et dans l'entourage social, tu vois. Et puis il y a eu le Covid aussi et tout, tu vois, dans cette période-là. Je pense qu'on a vécu la même chose. Voilà. Et du coup, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer parce que oui, la visio, c'est bien et tu parles un peu à du monde et machin, mais moi, j'aime faire des câlins aux gens, j'aime les voir. Enfin, tu vois, j'aime vivre des expériences, tu vois. Et c'est pas les mêmes quand même en visio, non, tu mais vois. c'est clair.
Et du coup, j'aimerais te remercier pour avoir créé il y a 2 ans maintenant, non? Ça fait quoi? Même un peu plus. Un peu plus. Le club d'entrepreneurs que tu as créé, parce que pour moi, l'entourage, c'est hyper important. Voir des gens régulièrement que tu kiffes, avec qui tu peux partager des trucs communs, avec qui que tu vois grandir, que tu vois challenger et tout, c'est ouf, tu vois. Donc, merci, quoi. Avec grand plaisir. Merci. Je pense que ça a changé pas mal de choses, tu vois. J'étais vraiment en pente descendante. C'est cool. Et du coup, tu m'as aidé à remonter. Ouais, c'est trop bien. Après, le groupe, oui, c'est une initiative que j'ai eue, mais après, moi, je peux aussi dire merci à tous ceux qui en font partie et qui apportent bien sûr. plein de belles choses. Voilà. Toi, t'es solaire, tu vas toujours... voilà, tu vas faire des câlins à tout le monde. à tout le monde et c'est trop bien, tu vois. Tu vois ils sont un peu coincés au début et puis après, ils se disent, bon, allez, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que c'est trop, trop bien d'être bien entouré et ça, c'est... Je rebondis là-dessus, c'est hyper important quand on est entrepreneur, on n'est pas seul et il faut pas être seul. Ça, c'est... Voilà, faut s'entourer et moi, quand je suis arrivée à Merak, je me suis dit, putain, mais il n'y a rien, quoi. Pareil, en plein Covid, il n'y a pas de groupe. Enfin, je suis solo, je connais personne. Pareil, j'étais à Bordeaux, j'arrive à Roupéroux-le-Coquet, tu vois, il y a un château, mais c'est tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, j'en ai pleuré. Hein. Je me suis dit, ça y est, je repars à Bordeaux, c'est pas possible. Enfin, il n'y a rien à faire. Quand il fait nuit, il fait nuit. Enfin, tu vois, il y a... L'éclairage public se coupe. Il se passe plus rien. Et c'est de là, en fait, je me suis retrouvée face à une difficulté et je me suis dit, ça n'existe pas, je vais le créer. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Hein. Et tu vois, ça, je pense que c'est parce que tu as ce truc vraiment inné en toi. Inné, ça peut se discuter. En tout cas, tu as développé dans la jeune enfance cette zone de génie, tu vois, cette singularité. Et du coup, tu as eu le truc de je le crée parce que ça n'existe pas et j'aime créer mon environnement, tu vois. Il y a plein de gens, en fait, ils me disent, moi, il n'y a pas de réseau autour de moi, machin. Et je leur dis, j'ai une très bonne amie, elle a créé le sien. Oh, regardez ce qu'elle fait et tout. Ah, c'est beaucoup de boulot. Ouais, mais tu auras un réseau, quoi. En fait, au bout d'un moment, tu peux pas juste râler parce que tu n'as pas le truc et puis rien faire, quoi. C'est clair. Ah oui, c'est du taf. Ouais, c'est du taf. Mais si tu le fais avec, encore une fois... Hein. Avec le cœur, t'as mis le cœur exprès. C'était quoi le 6e point? Non, mais on l'a abordé, c'était l'entourage et... L'entourage, et nos relations perso et sociales. Est-ce que toi, depuis que tu es entrepreneur, parce qu'après on a évoqué plein de choses, mais est-ce que tu trouves que ton environnement il a changé par rapport à quand tu étais salarié, tu vois? Essaie de te visualiser. Moi, avant, tu étais avec Chantal de la compta. La pauvre. En plus, je connais une Chantal, elle est très sympa et elle n'est pas dans la compta. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Chantal, hein. Chantal, on t'embrasse. De fou, parce qu'il y a eu un décrochage énorme entre les amis que j'avais des études à l'époque en urbain, les personnes que j'ai rencontrées. Alors, j'ai pas bossé très longtemps, donc j'ai pas eu le temps de me créer des vraies relations fortes, tu vois, là-dedans. Mais j'avais mes amis de la fac, de l'école, et du coup, je les ai pas perdus de vue. Mais pendant un moment, je me suis senti vraiment en décalage et je pense que je me suis coupé un peu. Là, maintenant, je me reconnecte à eux. Pendant longtemps, en fait, je me suis coupé de tout un cercle social parce que je me sentais trop en déphasage, en fait. Et moi, j'avais envie de m'entourer. Tu vois, j'ai toujours eu cette conscience de l'entourage qui te booste. Et du coup, je me suis vraiment entouré de personnes qui étaient entrepreneurs dans plein de milieux différents et tout. Et ça m'a vraiment nourri. Et là, c'est étonnant parce que depuis 1 an, je pense, j'ai senti le besoin de me reconnecter à des anciennes personnes. Et je pense que j'étais trop parti dans un extrême de que du business. Et je suis revenu à, non, en fait, là, tu vois, tous les mois quasiment, tous les 1 mois et demi, je vais manger avec une très très bonne amie du lycée. Trop bien. Et en fait, on se fait le soir un petit repas où on se parle de nos vies respectives, on se parle de ce qui se passe, de tout, tu vois. Et c'est ouf, c'est énorme, tu vois. Et je pense que j'ai eu une période qui a duré quelques années où business, et tout ce que je fais, il faut que ce soit en lien avec le business et que ça me nourrisse pour ça. Et là, je suis revenu dans un côté, j'ai besoin d'un truc plus personnel et de me lâcher la grappe et en fait de parler de la pluie et du beau temps, des vacances, des machins et tout. Tu vois. Et j'ai vraiment eu ces trucs-là. Et j'ai pas mal d'amis
Moi, j'étais le premier à me lancer à mon compte, dans mon cercle d'amis. Et aujourd'hui, j'en ai pas mal qui sont lancés, eux, avec le temps. Et du coup, en fait, ça a recréé des relations hyper fortes parce qu'on est revenu se reconnecter sur l'amitié profonde qu'on a, couplée au business aujourd'hui, tu vois. Trop bien. Ouais. Ah, c'est trop beau de penser à ça. Ouais. Et toi? Ouais, bah moi, ça... Bon, après, comme je te disais, j'étais étudiante et tout. En plus, j'ai déménagé, donc j'ai un peu quitté tout ça. Mais aujourd'hui, oui, je dirais mon entourage, il est fait à 90% d'entrepreneurs. Mais tu les vois même pas comme Clairement. ça, en fait. Non. Mais ça va être des personnes, je sais pas, qui vont m'attirer. Après, forcément, j'ai ce groupe d'entrepreneurs, donc il y a des entrepreneurs qui viennent. Donc ça va être des personnes que je vais rencontrer. Et ouais, je dirais, c'est ça, en fait. Mes amis, ça va être plutôt des entrepreneurs, mes vrais amis. À part mes amis d'enfance, bien sûr, tu vois, qui font d'autres trucs et qui sont pas dans la région. Et sinon, après, je dirais que les personnes qui comptent pour moi, c'est aussi quand même mes clients. Ah. Ouais. Ah, ça, c'est une... Ouais, vas-y. Beaucoup. Et eux, pour le coup, ils sont plus souvent salariés ou retraités. Mais... Est-ce que... En fait, j'ai une question, je vais te poser, du coup, quand tu as dit clients. Comment tu vois tes clients? Est-ce que tu pourrais les voir, peut-être pas pour tous, mais pour certains comme des amis? Ouais. Est-ce que... Ouais, parce que... Clairement. Tu vois, clairement, j'ai fait un... Clairement. Clairement. C'est la clarté. Parce que j'ai eu une discussion avec un ami et qui me dit, moi, mes clients, c'est mes clients. Et qu'il y a vraiment cette séparation entre pro-perso de manière très, très forte. Et moi, je lui dis, en fait, je pense qu'il y a 100% de mes clients, je pourrais manger au resto avec eux. Je pense qu'il y en a 80%, je les fais. Tu vois, et en fait, pour moi, il n'y a pas de distinction, en fait. Après, forcément, tu as des clients qui te parlent plus que d'autres, ou avec qui tu as envie de créer plus de liens. Tu noues pas forcément une relation. Ouais. Mais dans la perception, moi, j'ai ce truc-là de, en fait, je suis capable de passer au moins 2 heures, un super moment avec les personnes, tu vois, et en fait, je le vois au-delà de juste un client, en fait. Ah, si c'est pas ça, moi, je sais pas mes clients, tu et vois. Oui, voilà, mais toi, je pense que c'est encore plus extrême que moi, en fait, ouais. Attends, moi je me les coltine pendant 6 mois, tu vois, minimum. Hein. Toi, tu offres de la soupe. Oui, voilà, faut que la soupe elle soit bonne quand même. Non, mais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, c'est vraiment. C'est hyper important d'avoir des clients. Mais par contre, là, j'avoue, j'ai changé. Tu vois, il y a eu un truc. Ouais. Mes parents, ils m'ont toujours appris, et c'est très bien, de vous voyer les personnes âgées, de vous voyer les gens que tu connais pas, enfin, ou les personnes plus âgées que toi. Enfin, toutes les règles de politesse classiques. Ouais. Un client, c'est professionnel, ça doit être cadré. J'avais vraiment ça en moi et du coup, j'étais vraiment comme ça au début. Et justement, je comprenais pas trop les personnes, tu vois, par exemple, un vieux qui tutoyait un jeune et le jeune le retutoyait en retour. Ah, ok. Et du coup, j'avais des petits débats comme ça en mode, mais moi, j'ai pas appris ça. Enfin, pourquoi tu fais ça? Mais il est quand même plus vieux. Enfin, ouais, mais lui, il me tutoie, donc ça veut dire que je peux le tutoyer. Ouais, mais c'est bizarre. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, tu me tutoies, je te tutoie. Déjà, maintenant, c'est comme ça. Bon, à part si j'ai envie, enfin voilà, vraiment si j'ai envie de créer cette relation, mais dès que quelqu'un va me tutoyer, je l'ai fait avec une cliente Vincent que j'embrasse, une super cliente et voilà, c'est fort, vraiment ça a été une très belle rencontre et en fait elle m'a tutoyé tout de suite et moi je l'ai tutoyée et je pense que ça a vraiment créé un truc incroyable entre nous parce que ouais, elle m'appelait pendant mes vacances, elle me dit j'espère que tout va bien, t'es quand même partie toute seule, j'espère qu'il va rien t'arriver de grave. Et on était devenus presque de la même famille, tu vois. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'ai enlevé des barrières avec le temps. Ouais. Je dirais que tout en... Voilà, bien sûr, pas toutes les barrières, il faudrait quand même rester pro, mais voilà, je vais pas parler en mode... Tu vas pas te confier à tes clients. Non, pas sur ma vie perso, tout ça. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, Vincent, à un moment donné, il me dit alors, du coup, t'as un chéri, et à un moment donné, je lui ai montré. Elle me dit oh là là, tu vois, après, à un moment donné, tu sens si tu peux y aller ou pas, mais
Et voilà. Oui, je pense qu'il y a une forme de pudeur, de limite ou Ouais. quoi, mais il y a un moment, je pense que ça vaut le coup de... Si on revient à cette idée, c'est un jeu. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la vie, et des gens avec qui tu connectes plus, avec qui tu peux partager plus, des personnes moins et tout, Ouais. tu vois. C'est intéressant ce que tu dis sur le vouvoiement parce que moi, je suis dans le tutoiement tout le temps. Ouais. Et moi, je tutoie sur mes réseaux, je tutoie tout le temps, tu vois. Et en fait, moi, la manière de faire, s'il y a quelques personnes où je sens que ça peut être un tout petit peu une réticence, Tu poses la question? et je leur dis pas vous machin, je leur dis est-ce que ça te dit qu'on se tutoie parce que c'est plus sympa, tu vois. Et du coup, en fait, indirectement, je leur demande, mais je les tutoie, Mais tu tu la vois. tutoies. Tu la tutoies, ouais. Et parce qu'en fait, moi, les gens que j'aime, je les tutoie, tu vois. Les gens que je respecte, je les tutoie. Et pour moi, le vouvoiement, c'est un truc absurde ou qui met une barrière qui n'a pas lieu d'être, en fait. C'est vraiment, tu vois, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec ça, mais moi, pour moi, le vouvoiement, ça met une barrière. En fait, pour moi, il n'y a pas de barrière entre les gens, tu vois. Alors, je rebondis dessus. Ok. Moi, j'avais cette vision-là où, quand j'étais salariée, tu vois, et que tout le monde tutoyait le patron, nanana, quand je bossais dans un resto en parallèle de mes études. Et en fait, à un moment donné, on est arrivé à une situation qui était plus acceptable pour moi. Mais c'est pas un problème du tutoiement, c'est Non, un mais problème du gars qui met pas la posture non, mais du ce que je cadre. voulais dire, c'est que il y avait une nana, elle vivait les mêmes choses que moi, mais vu qu'elle tutoyait, que c'était devenu son collègue un peu, tu vois, elle arrivait pas à le dire. Et moi, avec en fait, ça a été un outil, le vouvoiement, pour dire, tu vois, par exemple, là, vous m'avez manqué de respect. Entre dire, tu m'as manqué de respect, et là, vous m'avez manqué de respect. Je trouve que ça n'a pas le même impact. Je suis d'accord. Je dirais que le vouvoiement, c'est un outil, des fois, pour faire passer certains messages. Ça peut aider. Ouais, je suis d'accord. Mais le tutoiement, c'est vraiment de la proximité. Et tu peux créer un truc... Quand tu vous vois, c'est dur de créer une vraie relation. Enfin, un truc fort. Oui. C'est dur, hein. Ouais. Moi, je pense que, en fait, je suis carrément d'accord avec toi. Je pense que ça dépend des personnes, encore une fois. Ça dépend de comment on veut faire les choses et tout. En fait, je pense pas que le tutoiement soit un problème en soi, sauf si tu perçois pas que le problème, il n'est pas dans le vouvoiement ou le tutoiement, il est dans comment tu mets ton cadre. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça la question de fond, tu vois, parce qu'en fait, tu peux tutoyer en étant très ferme et en mettant un cadre, et tu peux vouvoyer en étant freestyle. Et du coup, c'est même pas la question peut-être du tutoiement, du vouvoiement, c'est comme tu dis, c'est avec quoi tu es le plus à l'aise, quelle proximité tu as envie de créer, est-ce que tu veux utiliser comme outil ou pas, parce que c'est un vrai outil de distance informelle que tu crées, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, eh ben... Ouais, on a trop de choses à dire, de toute façon. Bon, du coup, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est inné, dans le sang ou dans pas le sang, ou est-ce que ça s'apprend? Moi, je pense... Enfin, je reste sur ce que je dis, je pense que c'est dans le sang. Je pense que c'est dans le sang, et après... De par les phases que tu vas traverser, enfin voilà, tu vas évoluer là-dedans, tu vas grandir, tu vas apprendre, mais pour moi c'est inné. Ouais. Mais peut-être que tu t'en rends pas compte quand t'es petit, mais à un moment tu vas avoir ce déclic, mais c'était quand même au fond de toi, tu vois, tu l'avais, il était là. Ah, c'est beau. Et toi? Et moi je pense que dans tous les cas c'est un putain de challenge de vie. Ouais. Et que moi je suis plutôt du penchant qu'il faut un truc. Tu vois, comme toi. J'ai quand même ce ressenti-là. Mais je pense que pour ceux qui ne le sentent pas et qui ont envie de se lancer, faites-le. Oui. Parce que, autant en fait, il y aura le déclic. Tant il y aura le déclic et en fait, tu le sais pas. Et dans tous les cas, si tu entreprends pendant 3 ans et que tu arrêtes ou peu importe, en fait, dans le chemin, tu auras appris des putains de trucs sur toi, sur la vie, sur ta relation aux autres. Parce que tu sais, les trucs qu'on n'a pas parlé, mais l'entrepreneuriat en termes d'ouverture au monde, de questionnement, tu parlais de communication, tu vois, de en fait exprimer ton besoin, comprendre le besoin de ton client, être clair, écoute active. C'est des vrais challenges. C'est enrichissant, dessus, c'est une expérience et je souhaite à tout le monde de la vivre si vous en avez envie. En fait, je pense que c'est ça, tu vois, la conclusion, Sarah, c'est que je pense que si on a envie de vivre des expériences, si on kiffe vivre des expériences, si on aime être challengé dans la vie, si on aime devoir oser faire des choses, se remettre en question, probablement qu'on peut être fait pour l'entrepreneuriat, tu vois. Par contre, si on n'est pas prêt à avoir tous ces inconvénients pour certains, bah du coup, c'est beaucoup plus compliqué. À vous de voir. Démerdez-vous. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, dites-nous en commentaire
si... Vous pensez que c'est dans le sang ou pas? Ouais, franchement, pour ceux qui sont allés à la fin, mettez un petit emoji, une goutte de sang, ou mettez un petit emoji, quelqu'un qui apprend avec le petit chapeau en mode professeur. on verra. Voilà. Comme ça, on va voter, on va voir ce que vous en pensez. Ouais, on verra ce que vous en pensez. Partagez l'épisode aussi à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat ou qui est entrepreneur et qui veut donner son avis. Ou qui galère. qui galère. Et puis ouais, on se retrouve bientôt pour Dans un le nouvel bain. épisode dans le bain. À bientôt. À bientôt.